Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous, le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture de l'internet français. Bonsoir les glandus. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Et puis bien entendu, vous aussi les glandus. Ce soir, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous avons Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonjour. Bonjour. Il fait un peu jour, c'est le soir. Oui, bah, on va dire qu'il fait jour plus tard, donc ça passe. Au programme de cette émission, les amis, on a prévu en fait de faire une petite émission spéciale Disney live action, puisque finalement, avec l'actualité, il y a plusieurs films qui sont sortis. On parlera donc dans une première partie de Peter et Wendy, dernier film live action qui est sorti sur Disney+, et on parlera aussi, en deuxième partie d'émission, de La Petite Sirène, donc là, dernier film de live action qui est sorti au cinéma, voilà, qui est encore disponible, bien entendu, si vous ne l'avez pas vu. Mais je ne sais pas si l'émission, quand elle sort, ça sera encore disponible. Tout dépend du box-office, vu que ça sort le 24 juin, voilà. Nous serons une troisième partie sur une rubrique qui n'a pas de nom. C'est un petit peu un pilote, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé, chers auditeurs, et surtout vous aussi, les glandus, si je dois améliorer des choses, etc. Et en quatrième partie d'émission, il y aura le petit bac, le petit retour du petit bac. C'était un jeu qui avait beaucoup plu, on l'avait fait lors de l'émission avec Mickaël Place. Donc voilà, vous connaissez, je répéterai les règles, bien entendu, du jeu. On passe tout de suite au premier box-office. C'est parti, générique. Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufsi. Tu n'es qu'un jouet. Peter et Wendy, dernier film donc live action sur la plateforme Disney+. Tout de suite, extrait audio. Tout le monde s'accroche. Vous entendez ça? Ça, c'est un énorme... Grandir et devenir adulte, c'est peut-être la plus belle et la plus grande des aventures. Voilà, c'est fait pour l'extrait audio. Peter et Wendy, il est réalisé par David Lowery. Est-ce que vous avez envie de vous lancer sur raconter l'histoire de ce film? Ekichi. Alors, c'est l'histoire de Peter qui kidnappe des gens pour qui restent avec lui parce que voilà, il considère que grandir, c'est pas bien. Il faut rester enfant et donc c'est littéralement du kidnapping en fait, finalement. Dans un monde féerique. C'est tout simplement l'adaptation du dessin animé Peter Pan avec le Capitaine Crochet, Monsieur Mouche, tous les personnages qu'on connaît, qui est une adaptation pure et dure et simple en fait. Simplement. Alors, il y a quand même quelques différences. Oui, dans quelques ce film. petites différences discutables. On va en parler. Le synopsis qui était balancé sur Internet, c'était justement Wendy Darling, une jeune fille londonienne, s'apprête à quitter la maison familiale et ses deux petits frères, parce que c'est surtout ça l'élément déclencheur, la peur de grandir, puisqu'elle va partir en internat. Voilà, Jean et Michel, ça c'est les petits frangins, voilà. Elle est sur le point de partir et elle va rencontrer justement Peter qui va plus ou moins les kidnapper jusqu'au pays imaginaire. Et là, ils vont se créer d'amitié, en tout cas tout ça, voilà. Vous connaissez l'histoire. Qui veut commencer pour donner son avis sur le film? Gary, est-ce que tu veux commencer? Si tu veux. Bah, avec plaisir, alors vas-y, commence. Alors Peter Pan, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors de base, tu parles du dessin animé ou tu parles de l'adaptation? Ah non, l'adaptation. Tout de suite, d'accord, ok. L'adaptation, de base, le dessin animé. Parce que moi, avant d'attaquer votre avis, j'aimerais bien un peu votre rapport au dessin animé Peter Pan, si c'est un dessin animé que vous appréciez ou non, l'univers de base. Qu'est-ce que t'en penses déjà de base? Après Peter Pan, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je t'avouerai. Ouais. Et oui, de base, j'ai pas de mauvais souvenirs de Peter Pan. Même quand j'étais gauche, je me souviens des très bons fous rires. Je sais pas, vous vous souvenez de la scène où que Monsieur Mouche il cloue un truc à la porte du bateau
Et apparemment, t'as Captain Crochet qui ouvre la porte et il se prend le marteau en pleine poire. Et ça, gamin, j'étais mort de rire, tu vois. donc ok. Donc voilà. Et voilà. Et donc le film, j'ai beaucoup aimé le film. Et pour moi, le film, il peut être divisé en deux parties. Une première partie où c'est vraiment une adaptation pure et dure du dessin animé. Donc pour la première partie, quoi. Voilà, la première partie. Mais vraiment, pour moi, la seconde partie serait vraiment, de mon point de vue, un truc inédit. Parce que moi, j'ai pas lu le roman de base, le conte de base. Alors, c'est pas un conte de base, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, en fait, qui est écrite par James Barry, voilà. Et vous savez en quelle date elle a été présentée pour la première fois ? GG qui a une culture générale incroyable. Normalement, tu devrais savoir, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est maintenant. Je pense que c'est à la fin du 19e siècle. C'est en 1904 qu'a été présentée la première fois. Début 20e, voilà, donc qui a été présenté. Et il y a une petite anecdote tout de suite avec James Barry, parce que finalement, quand on cherche un petit peu, des histoires, vous savez, de rachat de droits, des machins, des trucs comme ça, c'est vieux depuis, c'est vieux de four en fait. Et Peter Pan est l'exemple de base, puisque à la base, James Barry, il avait vendu les droits de Peter Pan pour l'adaptation live-action au studio Paramount, mais c'est Disney qui a fait finalement le film d'animation, puisque Paramount, vu qu'ils n'arrivaient pas à le faire en adaptation live, c'était trop coûteux, et ils ont cédé les droits genre en animation à Walt Disney, en mode vas-y, fais-le en Disney, nous on veut garder pour faire l'adaptation en live action. Et c'est pour ça que le film il a été aussi beaucoup adapté, parce qu'il y a eu des renvois de balles différents. Les studios, tu parlais en off Maxime de l'adaptation Pan, je ne sais pas qui est derrière le studio, mais en tout cas voilà, c'est récent en Pan. C'était 2015. Ouais, à peu près. C'était 2015. C'est pas sûr que Crochet il chante du Nirvana. C'est celui-là où il y a Hugh Jackman. C'est ça. Il y en avait un autre, il y a un de 2003, il y a un Peter Pan de 2003 que j'ai pas vu non plus, une adaptation live action film sorti au cinéma aussi, et sans compter aussi celle avec en 91 avec Robin Williams. Voilà. Ah, c'est Hook. Voilà. Qui est la revanche du Capitaine Crochet, je crois que c'est ça. Ouais. Exactement. Voilà. Donc, Gary, reprends un petit peu ton avis sur le fait que là, c'était l'adaptation pure au début de première partie, deuxième partie, libre d'inspiration. Voilà, et deuxième partie, on apprend un peu mieux l'histoire de Peter Pan et de Crochet. Et non, moi, cette partie, vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Puis même la partie que Crochet il s'est disputé avec Peter Pan, puis il a essayé de retrouver sa famille, tu vois, puis il est jamais arrivé, puis là il rentre et puis imaginaire plein de rancœur. Et non, c'est l'histoire approfondie, un peu plus approfondie, j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, la partie de Crochet, j'ai trouvé que c'était un parti pris qui était intéressant et surtout qui était plutôt bien réalisé. Je trouve qu'on a des séquences plutôt marquantes dans le film, dont la fameuse chute de Peter Pan quand même à travers ce manoir, où tu te dis ah ouais, quand même ils osent montrer des choses un peu plus crues. Ça me surprend pas au vu du réalisateur, puisque le réalisateur de ce film c'est David Lowery, donc c'était lui qui était à l'origine derrière l'adaptation donc de Peter et Elliot pour Disney, donc film que tu as beaucoup apprécié aussi également Gary. Oui. Mais surtout David Lowery, c'est un réalisateur de base qui est un peu plus basé sur le cinéma d'auteur. Il a fait A Ghost Story et il a fait le très bon The Green Knight qui est disponible sur Amazon Prime si vous ne l'avez pas vu, les amis. Voilà. Donc très sombre, c'est un cinéma qui est très très sombre. Ghost Story, les amis, si vous voulez le regarder, soyez bien dans votre tête, hein, vraiment. Faut pas être dans un moment de bad mood, tout ça, parce que ça peut amener des petites pensées pas cool. Donc voilà quoi. T'as des choses à rajouter sur le film ? Non, voilà, cette histoire entre guillemets inédite que j'ai beaucoup aimé et qui peut manquer à d'autres adaptations live action de Disney parfois. Ok. D'accord. Maxime, quel est ton avis un petit peu sur le film ? Alors, je dirais encore une adaptation. Moi, j'avais énormément apprécié le dessin animé quand j'étais petit. Après 1991, un petit peu plus, je dirais notre époque, il y a eu Hook et La Revanche du Capitaine Crochet, qui était vraiment un film incroyable, que en fait, j'ai envie de re-regarder. Là, c'est un esprit énormément réaliste. Et c'est très 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 réaliste. Donc comme tu le disais, la chute de Peter Pan, il se prend un coup de sabre, il tombe. Enfin, c'est quand même relativement violent, puisque c'est quand même un film pour enfants normalement à la base. Et les effets spéciaux, je trouve qu'ils sont énormément bien faits.
En fait, il est là, le réalisme. Comme tu disais que le réalisateur, il était plutôt film-auteur, réalisme. Là, on le voit, et c'est dit dans le film, puisque à un moment donné, Wendy, elle s'attend pas du tout à ça. Et c'est pour ça qu'elle veut retourner dans le monde réel. Elle s'attendait à un truc beaucoup plus imaginaire, et finalement, elle dit, mais c'est trop réaliste. Et... Ouais, il y a une déception en tout cas. Mais oui, il y a une déception, elle se dit, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est trop réaliste. Donc c'est ce qu'ils ont voulu montrer, hein, parce que même le manoir des enfants perdus, c'est très sombre, voilà, il y a la végétation, enfin je veux dire, tout est cassé, c'est pas du tout ce qui est montré dans les autres adaptations, quoi. On va dire que là, en termes d'interprétation, on a un pays imaginaire justement qui est plutôt innovant quand même pour Disney. Alors que de base on est là pour montrer des belles choses, un camp indien qui est très très cool. D'ailleurs on le ressent aussi qu'il est beaucoup plus sombre ce film, beaucoup moins de musique. Alors il y a 2-3 passages avec la musique, les musiques sont bien, après clairement ça reste Disney. Je veux dire c'est sympa. Quand il arrive normalement Peter Pan au moment des pays imaginaires, il y a une musique qui est chantée par les enfants. Oui. Tu t'envoles. Elle est juste. Là, t'as seulement la mélodie. Moi, j'ai trouvé que c'était suffisant parce que au final, c'est pas forcé. On y reviendra, mais voilà, moi, le côté comédie musicale qui, d'un coup, tu passes. Enfin, en dessin animé, ça passe très très bien. En live action, c'est pas toujours évident, quoi. Et là, à chaque fois où ça chante, c'est des moments où toi, t'aurais chanté. Donc, du coup, ça passe. Ok. Tu vois, la berceuse de la daronne, oui. Les pirates qui chantent sur le bateau, etc. Bref. Les pirates chantent tout le temps en vrai, hein. Même dans Pirates des Caraïbes, hein, voilà, oui. Ils chantent quand ils sont contents, ils chantent quand ils vont se faire trucider, voilà, c'est les pirates. Les marins en général. Les marins, putain. Et puis l'eau de mer. C'est ça. Donc voilà. Non, après j'ai bien apprécié aussi effectivement, comme Gary a dit, l'histoire entre l'amitié entre Peter Pan et le Capitaine Crochet. Donc on en apprend un petit peu plus en fait du pourquoi du comment. Il y a des personnages, je dirais, finalement secondaires qui n'apportent pas réellement grand-chose, moi je trouve, comme Monsieur Mouche ou alors la Fée Clochette. Enfin, je veux dire, non, j'ai pas trouvé ça pertinent. Après, vis-à-vis de la Fée Clochette, je sais qu'il y a un petit drama à l'époque. Non, alors c'est pas le fameux drama sur le fait que sur la toile s'enflamme. Non, je parle vraiment du Peter Pan d'origine. Le fameux Peter Pan d'origine, en fait, à la base, c'était remonté plusieurs fois dans les critiques que dans le dessin animé, Clochette était un petit peu trop sexualisé. Oui. Et donc je pense que là ils l'ont mis un petit peu en retrait et un petit peu plus neutre. La jupe très courte et tout dans le dessin animé, oui. Vraiment une jupe très très courte, blonde, voilà. Bon. Ce qu'ils ont retiré surtout, c'est l'espèce de, la relation de jalousie qu'il y a entre Wendy et Clochette, parce qu'elles sont toutes les deux in love de Peter, quoi. Là, ça c'est complètement effacé. Ouais, mais même au niveau de Wendy, hein, je trouve, hein, elle est pas vraiment in love. Hein, non, mais là, non, lui faut une tarte dans la gueule. Wendy, elle s'en bat les steaks, quoi. Non. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé que alors l'histoire se concentrait principalement sur finalement Wendy et Peter Pan est mis un petit peu en retrait, voilà. Oui, bon, ça s'appelle Peter et Wendy, ça s'appelle pas Peter Pan, ça c'est sûr. Donc, oui, c'est sûr. Non, mais voilà, je pense que c'était aussi le but recherché. D'ailleurs, on parle des personnages, etc., mais on n'a pas parlé du casting. Hein, donc, dans le rôle de Wendy, hein, pour chers auditeurs, on a Ever Anderson. Voilà, c'est la fille de Mila Jovovich. Voilà. Et moi, Jude Law. Oui, voilà. Moi, je voulais parler de Jude Law. Moi, j'ai trouvé que les enfants jouaient extrêmement bien. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais j'ai trouvé que les enfants jouaient, notamment les frères de Wendy, ils jouaient extrêmement bien. Et à contrario, Jude Law, j'ai eu du mal à le voir en Capitaine Crochet. Il est trop, peut-être, effectivement, réaliste et pas assez... J'allais vous poser la question. Alors, j'allais vous poser la question parce que sur Internet, les 3/4 des gens s'accordent à dire que Jude Law, dans n'importe quel rôle qu'on le met, il est toujours extrêmement badass, extrêmement charismatique. Je trouve que là, s'il l'a fait exprès, il est justement anti-charismatique et anti-badass dans ce rôle. C'est un rôle qui est très intimiste, il s'est fait même très très moche. J'ai trouvé, je pense que c'est un contre-pied vis-à-vis, en fait, pour casser son image sur Internet. Je l'ai ressenti comme ça quand j'ai vu le film. Ouais, pour mettre un contre-pied à tout ça. C'était un méchant, mais en fait, à la fin, du coup, quand Peter il revient, il y a le petit sourire, on se dit, bon... d'accord, bon, ils vont redevenir potes ou un peu ennemis, amis, enfin c'est un peu ça.
Je l'ai pas trouvé plus convaincant que ça. Moi, j'avais vraiment apprécié la performance de Dustin Hoffman, justement dans Hook. Ah oui, super. Non, mais voilà. Et là, je trouvais que c'était vraiment réaliste. Peut-être pas assez théâtral pour. Alors que c'est dans les caractéristiques de Crochet, normalement, c'est un dandy qui représente l'élite justement anglaise. Voilà, c'est comme ça que James Barry l'a écrit, en tout cas son personnage. On rappelle au niveau du casting que le rôle de Peter Pan il est tenu par Alexander Moloney et donc la flèche Clochette qu'on a citée plus tôt, donc c'est Yara Shahidi qui la joue. C'est une Instagrammeuse américaine, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Une Instagrammeuse qui arrive dans un Disney, bravo à elle, en tout cas impeccable. Voilà, comme quoi on peut arriver à des sommets. Quand même, c'est quand même beau d'arriver dans un Disney. Autre chose à rajouter, Maxime, sur le film? Non, parce que sinon. Non, en fait. J'ai apprécié, voilà, mais sans plus. Non, il y a vraiment des côtés que j'ai appréciés, puis d'autres, on se dit, c'est une nouvelle adaptation qui est différente. Ouais, mais c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà, c'est voilà. Voilà, Gary. J'ai une petite remarque. On parlait du pays imaginaire qui est un peu sombre. C'est pas tourné en Islande. Certains paysages. Alors, c'est très islandais, ouais. Bah écoute, peut-être. Alors là, je n'ai pas été voir. La plupart des films où il y a des décors comme ça, un peu, voilà, avec des plaines et tout ça, c'est souvent on tourne en Islande après. En Irlande aussi, hein. Non, en Nouvelle-Zélande, c'est pas ça? Nouvelle-Zélande, je crois que après, oui, ça donne dans ces pays-là, je pense. Ok. Ça serait pas au nord de l'Angleterre, tout ça. Jérôme, ton avis un petit peu sur Peter et Wendy? Alors déjà, moi, mon rapport au Peter Pan d'origine, bien entendu. moi, il est dans mon top 3 de mes Disney préférés. Peter Pan, c'est vraiment un que j'aime beaucoup, aux côtés d'Aladin et de la Belle et la Bête. Ce côté de tu te barres, tu n'es plus là, tu fugues. Ouais, non, mais enfin, tu fugues et puis tu vis ta meilleure vie sans tes parents, etc. Et finalement, il n'y a pas grande conséquence. Et là, justement, dans celui-là, il y a des conséquences, quoi. Et c'est particulier quand même. Ce côté très réaliste qu'ils ont voulu donner jusqu'au Capitaine Crochet, qui est très fantasque dans le dessin animé, même dans Hook. Justement, il n'a pas ce côté dandy, comme vous le disiez, il est même un peu crasseux. Après, je veux bien, si c'est un pirate qui est échoué ici depuis longtemps, etc. C'est un peu étrange. Mais moi, il m'a manqué le côté féerique, etc., le côté dépaysant du pays imaginaire. Donc là, on rejoint que le côté réaliste choque un petit peu quand on arrive. Non, mais le côté réaliste, il ne pose pas de problème, mais ça aurait pu être un peu plus dépaysant, quoi. Tu vois, genre, les Indiens, on les voit à peine. Alors, en plus de ça, probablement que les Indiens, dans le Disney de base, c'est plus une caricature qu'on se fait de l'Indien d'Amérique, etc. Totalement. Et donc, du coup, il fallait lisser le truc. C'est même pour ça que Lily, la tigresse, elle parle dans un dialecte amérindien. Pour justement dire vous avez vu, on fait mieux, on n'est pas sur une caricature, etc. Et je pense même que au moment où tu vois un peu le camp indien, ça doit reprendre probablement d'une tribu qui vivait comme ça parce que les tipis, parce qu'on a cette image-là, mais tous les Indiens vivaient pas dans des tipis, il y en a qui avaient des maisons, etc. Enfin voilà. Bref, donc ils ont lissé un peu, viré un peu le côté folklorique et volonté de réalisme encore une fois. Ça appuie énormément sur l'aspect du temps, le fait de devenir adulte, etc. Alors que normalement, c'est le sous-texte que tu es censé comprendre tout seul. Là, on vient te l'expliquer. C'est lourd. Mais c'est pas un petit peu entre guillemets le regret qu'on peut avoir dernièrement sur les productions Disney et même Pixar, qu'il y a de moins en moins de sous-textes et que finalement on balance les choses un petit peu dans la gueule des enfants et même dans la gueule des adultes. En règle générale, que ce soit dans les dessins animés et même dans les films live action. Je prends l'exemple de Pixar, Élémentaire, je vous avoue, j'adore Pixar, hein, je n'ai pas envie d'aller le voir. Ah non, clairement. Je n'ai pas envie d'aller voir. Alors, rien à voir avec le côté de drama qu'on peut avoir avec le star talent qui est utilisé dans le film. Mais franchement, ça ne me donne pas du tout envie d'aller voir ce film. Le dernier Pixar où vraiment j'avais envie de le voir, c'était pendant le Covid, c'était Soul.
Et j'ai adoré, mais parce que le sous-texte, il est loin d'être... Il y a un vrai sous-texte dans ce film, et qui est loin d'être balancé comme ça pour les gamins. Voilà, le dernier Pixar qui est sorti dernièrement, c'est lequel, les amis, si vous avez en tête, voilà, je vais chercher. Mais bon, donc voilà, reprends Jérôme. Donc, ouais, tu vois, enfin voilà, je trouve que c'est trop expliqué, tu vois, je m'en plaignais déjà pour le dernier Spider-Man. Exactement. On vient trop t'expliquer les choses, alors que mince, quoi, enfin, si t'es un minimum attentif et que tu arrives à lire entre les lignes, c'est un peu le jeu quand même. Dans un bouquin, c'est pareil, quoi. On va pas tout te dire, ah, tu as vu voilà, moi j'ai l'impression de lire un bouquin et d'avoir les explications de bas de page en même temps. C'est quand même embêtant. Sinon, la petite Jovovich, nickel. C'est ce que franchement, je suis presque à penser qu'elle joue mieux que sa mère. Je m'en doutais que cette phrase allait sortir pour l'émission, parce que quand j'ai terminé le film, je l'ai dit, j'ai fait bah écoute, au moins Mila Jovovich, elle a quand même réussi avec Paul W.S. Anderson à avoir une fille qui joue bien. Non, mais c'est ça, c'est voilà. quand même extraordinaire. Hein. Au moins leur collaboration aura donné quelque chose. Et donc ouais, ça vraiment pas mal. Les gamins absolument terribles, tous autant qu'ils sont. En plus, donc avoir apporté de la diversité comment visible dans les garçons perdus, oui. Alors que c'était plus simple de les appeler les enfants perdus, comme ça se fait n'importe où. Bref, mais bon, voilà, on appuie, c'est un peu dommage aussi ça. Mais bon, soit. Très très bien. Le fait d'avoir mis un petit garçon qui est vraisemblablement trisomique. Oui, mais franchement, ça j'ai se ressent trouvé pas. ça génial. Et en plus de ça, moi, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un moment où il est assis sur un des canons et où il fait comme ça. Exactement comme dans le Docteur Folamour quand il est sur la bombe nucléaire, etc. Ouais. Bref, je me suis dit, ah là, bien joué le petit clin d'œil et tout ça. Ça, c'est le genre d'easter egg que j'ai envie de voir dans des films, même quand ça s'adresse à des enfants, parce que du coup, ça fait appel à une vraie culture cinéma. Mais moi, je suis partisan de dire que c'est pas parce que tu fais un film pour enfants qu'il faut que ce soit trop enfantin. Ah oui, complètement. Et je pense que quand t'es enfant, t'as pas envie d'être pris pour un débile, et encore plus quand t'es adulte, quand tu vas voir les films. C'était ça la force de Pixar avant. C'était d'aller voir des films que à la fois ton enfant kiffe parce que lui, il voit une sorte d'univers qui est complètement magique. Par exemple Toy Story ou par exemple Là-haut, tu vois, ce genre de truc où tu voyages énormément. Et toi, derrière, t'as quand même des profonds sous-textes comme l'introduction de Là-haut qui te met une claque dans la gueule monumentale. Il y a un message derrière. Il y a un vrai message. C'est où ce genre de film ? Là, dernièrement, tu vois, et Peter et Wendy souffrent de ça. Je n'ai pas vu La Petite Sirène. Après, je peux pas dire. Peter et Wendy, oui, effectivement, c'est de se dire... quand on voit Wendy, en fait, sa vie défiler. Elle voit sa vie, ce qu'elle peut être. Tac, voilà. Non, mais voilà, ça c'est le truc et enfin, à quel moment elle va chercher des pensées positives pour se mettre à voler en imaginant sa vie d'adulte. Je me suis dit, c'est pas possible, on va la voir en train de remplir sa feuille d'impôt. Alors, parce que on la voit une première fois quand elle essaye de voler. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont me saigner au premier tiers, c'est fini. Non, mais franchement, je veux dire, la première fois qu'elle vole, elle a ses souvenirs justement d'enfant. D'enfant, exactement. Et ensuite, avec voilà, elle voit sa vie, etc. En fait, c'est totalement la vie défilée. On la voit vieille après sur son canapé là. C'est étrange. Et là, elle vole. Oui. Alors après, vieille sur son canapé, tu vois, il y a peut-être un petit clin d'œil justement à Hook avec la vieille Wendy qui attend dans la chambre avec son plaid et tout ça. Voilà, mais bon. Encore une fois, un peu dommage. Enfin, je me suis dit, non, t'as pas fait ça. Sinon, alors pour reprendre sur un peu de positif, moi j'étais content de retrouver Alan Tudyk dans le rôle du papa Darling. Je m'attendais pas du tout à le trouver là. Voilà, moi je me souviens de lui dans Tucker and Dale Fight le Mal. Super film, très très drôle. Et puis il a une carrière de dingue en fait. J'avais jamais fait attention, mais il est derrière énormément de doublage, cet homme. Enfin voilà, j'étais content de le retrouver et je me suis dit, est-ce que vu qu'ils ont pris cet acteur-là, est-ce qu'ils vont le mettre en Capitaine Crochet, puisque dans l'œuvre d'origine, celui qui joue le papa Darling, c'est celui qui joue aussi James Crochet. Et là, non, c'est Jude Law. Et c'est Jude Law.
Voilà. C'est l'eau avec un O. Voilà, parce qu'il est bien en dessous de ce qu'il nous fait d'habitude. Alors je me suis dit, est-ce que c'est le doublage français qui fait sortir du truc? Parce que j'ai trouvé que la voix était beaucoup trop grave pour le personnage. Alors que habituellement, il a une voix, enfin dans le dessin animé en tout cas, il a une voix genre hyper aiguë. Et puis quand il se met à gueuler, mouche, mouche, parce qu'il voit le crocodile, très, très bien. etc. Ah bah oui, non mais ce moment où il fait des ricochets sur l'eau là et que ça fait mou 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 mou. Enfin voilà, c'est juste terrible. Moi je voulais ça. D'ailleurs, parlons du crocodile, ce crocodile de l'enfer, un espèce de gavial à moitié rose là. Ce terme, ce gavial. Oui, non mais un gavial c'est un crocodile. Enfin, t'as les crocodiles, les caïmans. Excusez-nous. Et machin. Et un gavial, c'est ceux qui ont tu sais le très long museau. Voilà. Enfin bref, moi ça m'a évoqué ça. Je me suis dit mais c'est pas possible, quelle terreur quoi. Et j'étais un peu déçu de pas le revoir pointer le bout de sa gueule un peu plus tard. Voilà. Les montres aussi, enfin le tic-tac quoi, qui est quand même beaucoup moins présent dans le film. Oui, le tic-tac on l'entend très très peu. J'aurais aimé retrouver le thème musical, le bref, je kiffe Peter Pan, je vous l'ai dit. Donc et après par rapport à l'œuvre de base, je trouve que le fait que Peter Pan s'excuse auprès de Crochet, je trouve que c'est quasi une trahison par rapport à l'œuvre de base de Barry. Okay. Parce que Barry, il a écrit ce truc-là parce que non seulement c'était un homme qui préférait passer du temps avec les enfants qu'avec les adultes, c'était un homme qui avait eu une enfance de merde, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, parce que donc son grand frère était décédé quand il était jeune, que pour approcher sa mère, il faisait une dépression, pour l'approcher, il fallait qu'il se sape avec les fringues de son frère décédé pour que sa mère... soit un peu plus éveillée et un peu plus heureuse de le voir que d'habitude. Et donc, le pays imaginaire, les enfants perdus et Peter Pan de surcroît, ce sont des enfants disparus. Ouais, les enfants perdus, d'ailleurs, si vous cherchez sur Wikipédia, on vient vous dire que ce sont des enfants tombés du berceau. Et qu'on n'a plus jamais retrouvé. Et c'est pour ça que normalement c'est que des garçons, parce que dans le dessin animé, Wendy, je crois qu'elle dit que les garçons n'arrivaient pas à remonter dans le berceau, alors que les filles, si. Oui, c'est pour ça que c'est que des garçons qui sont perdus, après, on comme trouve ça. Toutes les excuses qu'on veut, mais bref. Toujours est-il que le propos de base, c'est ça, c'est que en fait, donc finalement, en plus c'est James qui s'appelle le capitaine Crochet, c'est pas pour rien, et comme James Barry, et au final là. On a Peter qui vient s'excuser auprès de James. En gros, c'est comme si son frangin s'excusait d'être parti et de lui avoir pourri la vie. D'autant plus que James, c'est ça, il retourne dans le monde réel et ne retrouve jamais sa mère. Ce qui est arrivé finalement à Barry. Lui, il est resté dans le monde réel, pas comme son frère qui est décédé, et du coup, mais on lui a volé sa mère entre-temps. Et du coup, il revient et il est adulte. Et alors, au final, c'est presque un règlement de compte entre Barry et son Peter Pan et son frère, quoi. Et alors, quand j'ai dit trahison tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop fort, mais je sais pas. Gêné, moi, ça me dérange parce que voilà, c'est Peter Pan, c'est voilà, tout le monde grandit sauf un. Et celui qui grandit pas, c'est celui qui est plus là. Oui, non mais c'est sûr, je suis d'accord. C'est très recherché. Alors recherché, mais surtout ambiance, hein, ambiance. Mélancolique. Ouais, mais bon, enfin, franchement, cette œuvre, elle tourne qu'autour de ça. Hein. Ah oui, non, mais totalement. C'est une œuvre qui a un sous-texte qui est très difficile, et pourtant c'est un film qui est très appréciable à regarder. Peter Pan, le dessin animé. Donc c'est ça qui est aussi le contraste et la question s'est posée, quoi. Donc merci GG en tout cas pour ton avis et cette réflexion vis-à-vis de Peter et Wendy. Et Kichi, toi, ton avis sur le film. Déjà, ouais, mon rapport avec le dessin animé. Alors malheureusement, j'ai très peu regardé le dessin animé, donc je n'avais pas beaucoup de rêves. Je me souvenais même plus vraiment du dessin animé, pas parce que j'ai pas apprécié, mais parce que voilà, il était
peut-être sorti avant, et moi je suis plus de la génération Hercule, Le Roi Lion, Aladdin, tout ça. Ah, il est sorti carrément avant, donc j'ai un peu loupé le coche. 53, donc c'est pour ça que quand j'ai fait le synopsis approximatif, que j'ai parlé d'une adaptation pure, mais je ne sais même pas à l'heure aujourd'hui, après vous avoir écouté, si le fait que le capitaine Crochet était un enfant à la base est une liberté, ou si c'est dans le truc original. Ça je sais même pas. Ça c'est une liberté. Après, d'accord, non mais voilà. Pas, hein. Parce que, non mais ça j'ai apprécié, mais du coup je savais même pas si c'était une liberté ou pas quand j'ai regardé le film, parce que je n'avais pas vu, que je me souvenais plus du tout du dessin animé. Donc déjà ça. Et c'est bien que Jérôme il est repris entre guillemets ce truc là du fait que normalement le papa de Wendy c'est le Crochet en fait quand elle arrive, tu vois. Oui. Parce que même dans Hook, hein, Dustin Hoffman joue le papa et on les voit vite fait. Hein. Ah ouais, on voit vite fait Dustin Hoffman en papa Darling au début. Je crois. Hein. Ok. Je crois bien. Hein. C'est possible, mais enfin voilà, dans la pièce de théâtre, c'est comme ça, c'était le même acteur qui jouait l'un et l'autre, etc. Et puis Clochette, dont vous parliez tout à l'heure, c'était juste une lanterne qui se baladait sur scène. Donc voilà. Donc après, en termes d'adaptation, donc de ce que j'avais, du peu de souvenirs que j'avais, elle se suffit à elle-même. Un peu déçu de la performance, je dirais, de l'acteur de Peter Pan. Après, j'ai fait un peu de recherche. C'est un de ses premiers grands rôles. Il a quasiment pas fait il a plus fait des émissions télé, etc. Je l'ai trouvé un peu inexpressif parfois. En fait, j'avais du mal à. Voilà. Après, comme on disait, c'est le côté trop peut-être réaliste, mais il avait toujours la même tête pour moi, je trouve. Il manque d'un certain charisme. Après, et là, pour ma part, je pense que c'est surtout un manque d'expérience. Voilà. C'est pas un rôle facile, Peter Pan. Oui, non, mais voilà. Après, en vrai. Puis Jude Law, comme on a dit, c'est vrai que je suis un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Soit j'aurais aimé que le Capitaine Crochet soit vraiment caricatural à fond, comme dans le dessin animé. Mais le fait, comme on disait, que ce soit Jude Law qui a des rôles très charismatiques, très réalistes, ça faisait bizarre de le voir. Donc on était un peu en mi-figue mi-raisin entre le côté très réaliste, mais à la fois il a quand même des mimiques limite un peu malaisante, un peu dérangeante, je trouve, parce que du coup, voilà, alors soit le rôle ne lui convient pas, soit ils l'ont pas assez caricaturé. Même sa coupe de cheveux, ils ont fait une coupe de cheveux, voilà, normale avec les cheveux attachés, mais autant faire vraiment la caricature à l'assumer à fond en fait. C'était pas assez extravagant. Voilà. Non mais donc c'était, voilà, il était, on aurait dit qu'il pouvait à la fois jouer dans un Pirates des Caraïbes parce qu'il était assez réaliste, mais à la fois dans un Disney parce que des fois, voilà, il se permettait. Mais c'était un peu dérangeant. Par contre, je suis d'accord avec toi pour dire que les passages où il se permet d'être un petit peu plus dandy, vu qu'il le fait pas vraiment à fond, puisqu'il a derrière son rôle réaliste à tenir, et ben il y a un décalage. Oui, il y a clairement un décalage et ça va pas avec ce personnage. Crochet, quand tu le joues, et même je pense que les cast members qui le font à Disney, quand ils sont sous le costume, ils doivent y aller à fond. Parce que t'es obligé quoi, c'est un dandy quoi. Il est là, il présente, même dans sa démarche, il est très élégant, très appuyé dans ses pas, il est toujours sur des petites talonnettes. Et ça c'est mis énormément en avant justement dans Hook, avec Dustin Hoffman. Et d'ailleurs, tu parlais il lui aurait fallu une perruque dans justement cette adaptation. À un moment donné, il met la perruque et on voit qu'il est chauve en dessous, enfin qu'il a une calvasse. Donc c'est vraiment mis en avant et comme tu dis. L'uniforme, les talonnettes, c'est vraiment ces expressions un petit peu dandy et c'est vrai que Dustin Hoffman c'est énormément. Super, hein. Voilà, c'est vrai que son rôle était très très bien. Mais là, c'est un vrai parti pris. Hein. C'est c'est un parti pris de David Lowery. C'est potentiellement une des choses qui va faire que vous allez apprécier ou non cette vision-là de Peter Pan, je pense. Non, mais après, je pense que là, tout ce qu'on reproche finalement au rôle de Jude Law, il est lié au fait que il faut justifier le fait qu'il soit quand même plus jeune que Monsieur Mouche, et etc. Et donc pas si vieux que ça, parce qu'il a été récupéré par Mouche lui-même quand il est retourné dans le monde réel, etc. Parce que donc c'est l'ancien meilleur copain de Peter Pan. Ouais, c'est clair. Mais ça, tu vois, ce genre de film, ce genre de truc dans le film, ça te fait faire des virages et finalement tu perds en rythme. Oui, un petit peu. Oui, voilà. Quand même. Reprends Ikichi. Et donc non, après voilà le choix d'avoir intégré Wendy au titre et pourquoi pas, parce qu'au final apprend, je trouve, vraiment la lumière par rapport à Peter Pan. Donc est-ce que c'est un choix politique? On connaît un peu la politique Disney. Bon voilà, pourquoi pas une Wendy très indépendante qui va se battre, qui va mettre une tarte à Peter Pan. Bon voilà, qui fait un peu passer Peter Pan pour pas un méchant, mais à un moment donné voilà, elle le recadre. Ça m'a pas dérangé, mais on sent quand même, malheureusement dans Disney, que je dis pas que c'est du forcing, mais on sent quand même les petites touches de... Vous voyez, on
Ah non, tu vois, je l'ai pas ressenti là. Bah, après, parce que je trouve que en vrai, c'est fluide dans ce film. Oui, c'est fluide. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas du forcing non plus. Il y a des films, mais on peut pas le nier, c'est pas possible. Il y a des films de Disney, on peut pas le nier, qui font ça pour plaire principalement à Internet et principalement Twitter. Là, franchement, sur ce film-là, c'est titiller la petite bête, là, je trouve. Non, là, ce qu'ils ont gommé par rapport à, enfin voilà, c'est le côté demoiselle en détresse. Ouais. Tu vois, parce que quand elle arrive, elle manque pas de se prendre des flèches parce que Clochette a dit aux enfants perdus que du coup c'était un oiseau qu'il fallait abattre, etc. Il y a Lily la tigresse, c'est pas elle qu'on vient sauver, c'est Jean et Michel. Dans la grotte du crâne, etc. Bref, ils ont vachement gommé le côté demoiselle en détresse et pour que au final les demoiselles soient utilisées autrement et de manière logique et enfin tu vois, il y a rien. Moi, j'ai pas trouvé que c'était tant forcé que ça. Non. Et le côté en plus, enfin derrière, les mômes veulent une maman, Peter n'en veut pas. C'est lui qui se prend les roustes finalement, tu vois. Bah oui. Et ça se passe comme ça quand tu veux pas de l'autorité maternelle. Oui, après c'est Wendy qui est censée amener ce côté justement maternel avec les enfants, comme dans le dessin animé où elle leur explique qu'une maman c'est quelqu'un qui les aime, etc. Voilà, donc ce côté-là ça allait. Après voilà, le seul vrai problème pour moi, ce qui m'a dérangé, voilà, c'est l'inexpérience de Peter et donc Jude Law qui parfois essaye d'être dans l'extravagance, mais on sent que il y a une retenue. Moi par exemple, j'aurais bien vu un Jim Carrey jouer le Capitaine Crochet. Là, il y aurait eu vraiment l'extravagance comme on le connaît dans ses derniers rôles, etc. Là, il y aurait eu il y aurait eu le décalage avec comme on disait, le réalisme du film, le fait que ce soit sombre. Pays imaginaire, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on voie plus de féerie, etc. Donc on est dans un... La lagune des sirènes, elle est où, quoi? Non, mais après, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas de décor. Voilà, c'est un décor réaliste. Le bateau, la grotte, le château. On a tourné sur une plaine, près de la mer. Voilà, il n'y a pas de magie pure. Alors, pour moi, la seule chose qui s'imagine, en fait, c'est quand elle prend la longue vue, elle dit je vois rien. Ah, et là, elle le voit. Mais c'est pas mis en avant. Voilà, mais c'est imaginaire, c'est juste un bout de bois. Oui, non, mais d'accord. Mais justement, ça manque de petite magie, d'une petite touche magique. Ouais, mais justement, c'est ça, c'est parce qu'elle est au moment de basculer. Elle est au basculement entre l'enfance et, mais tout à fait. Et le début de l'âge adulte. Mais c'est montré le pays imaginaire. Du coup, il s'imagine énormément de choses. Normalement, j'en reviens à ce film, mais Hook, par exemple, l'imagination, il y a tout. Il y a le repas, en fait, il y a tout. Il y a tout. Alors que là, il y a juste, moi, je trouve, le passage avec la longue vue. C'est vrai qu'il n'y a que ça. Voilà. C'est pas mis en avant. C'est beaucoup plus réaliste. Bon, il y a tout dans non, mais je veux dire, c'est extravagant. Tu l'as jamais vu? Non, je l'ai pas vu. Il y a surtout Robin Williams. Il y a Robin Williams. Robin Williams, c'est incroyable. L'histoire de Peter Pan qui a vieilli, machin. C'est intéressant, mais de faire des suites ou des préquels, des trucs comme ça. Ouais, et puis Hook, comme on le disait tout à l'heure, en termes de, vous savez, de rachat de studios, etc., c'est un petit peu ce film-là qui découle de ces fameux revirements de droit par rapport à Peter Pan, comme quoi à la base le film il était prévu dans les années 80, c'était une collaboration donc entre Disney et Paramount en live action. Mais globalement, ils n'en ont pas voulu parce que à la base, c'était Spielberg qui le devait réaliser, mais il l'a rejeté dans un premier temps. Ils ont fait appel à un autre réalisateur, mais avec une autre boîte de prod puisque c'est Sony qui a récupéré le bébé. Finalement, Spielberg il a dit je veux le faire. Ils ont viré l'autre, c'est lui qui l'a fait et c'est Sony qui a eu les droits, qui fait le film avec la boîte de production donc TriStar. Voilà à l'époque. Donc qui est une boîte qui comme Columbia qui découle de Sony. Hein. Voilà. Autre chose à rajouter sur ce film, les amis. Moi, j'ai des petits trucs par rapport à Peter Pan, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre qui découle, qui a été présentée donc, dans les années 1900 et des bananes, 1904. Donc, c'est quand même très, très vieux. Et je me suis dit, à mon avis, 1904-2023, il doit y avoir un paquet de produits dérivés sur ce film. Finalement, très peu, parce qu'on n'en a jamais vraiment. C'est vrai que le pas tant que ça. Par contre, quand il y en a, ils sont assez insolites. Donc, pour vous, qu'est-ce qui pourrait être insolite en produits dérivés Peter Pan? Vous avez des idées ou pas? Allez. De vraies prothèses en crochet pour les gens. Alors non, ça doit sûrement exister, hein, je pense. Vraiment. On a tous pris la prothèse Disney, tu vois. On a tous pris un cintre. Oui, c'est vrai que même quand j'étais gamin, je me souviens, on a tous fait ça. La fausse poudre de fée, je sais pas.
Alors non, ça, Gary, c'est pas celle qu'on trouve dans ces quartiers-là. Est-ce que ça tourne autour de la tenue de Peter Pan ou le chapeau de Peter Pan? Ça tourne autour de l'alimentaire. Say my name. I am your clochette. L'alimentaire. L'alimentaire, ouais. en plus. C'est quoi? L'alimentaire, c'est un produit qui se mange. Oui, d'accord. Donc en forme de quelque chose? Non, la viande de croco. Bah, ça doit exister sur des sites genre achète ta viande de croco avec ta viande de dragon. Boisson ou nourriture? Ça existe vraiment, ce genre de truc là. Boisson ou nourriture? Non, c'est une nourriture. Ah. Donc voilà quoi. Des céréales? Non, pas des céréales. Pas des céréales. Allez, je vous aide, c'est potentiellement pour le petit déjeuner. Et tout simplement parce qu'en 1950, il y a le beurre de cacahuète Peter Pan qui est sorti. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il y avait juste Peter Pan sur le. Ah d'accord. Voit pas le rapport. Voilà, sur le début, voilà. Alors c'est le Peter Pan de la pièce de théâtre. D'accord. Voilà, qui est dessus vraiment à l'ancienne. Même pas les verts, Non, vraiment. Et pourquoi du beurre de cacahuète? Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont sorti. Peanut butter, Peter Pan, voilà, tu peux trouver. Voilà. C'est une substance, tu la prenais, tu allais au pays imaginaire en fait. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, le merchandising Peter Pan est très peu mis en avant. Il y a beaucoup de merchandising, le Roi Lion, la Reine des Neiges, c'est beaucoup plus récent, mais même dans les vieux Disney. Mais c'est vrai que Peter Pan, c'est donc le beurre de cacahuète sort avant le film, parce que le film il sort en 1953. Oui. Donc voilà, et justement après, donc pour flirter sur le succès du film de Disney, il y a plein de choses qui ont découlé, comme par exemple un vinyle de la comédie musicale originale de Broadway qui est sorti, une cassette audio dans les années 50, bref, ce genre de choses. Et en 1996, sorti de nulle part, devinez qui arrive dans la course des produits dérivés pour Peter Pan. Qui? Des jouets, des coussins. Alors ouais, c'est des jouets. Oui, et c'est une grosse franchise. Je pense que nous, quand on a forcément connu ces petits jouets Disney. Qui pourrait faire ça? Petits jouets Disney. Ouais, petits jouets Disney. Donc une marque, tu veux dire qu'une marque. Alors c'est une très grosse franchise qui existe encore à l'heure actuelle. Non, c'est pas Hasbro. Des Polly Pocket. Non plus. Alors pareil, la boîte, c'est la grosse franchise, c'est une franchise de resto. Ah oui, les jouets de McDo, il y en a eu plein. Hein. Exactement. En gros, non, pas tant que ça finalement. Moi, je me souviens en avoir eu dans les mains. Eh ben, en 1996 est sorti donc un premier pack de 4 jouets de Peter Pan, donc dans les jouets Happy Meal au McDonald's, voilà. Et ils ont remis le couvert en 2002, puisqu'en 2002 est sorti le deuxième opus de Peter Pan. Donc qui est pas un chef-d'œuvre, mais voilà. Et donc à ce moment-là, quand il sort ce deuxième opus, McDo il propose 7 jouets qui composent un diorama qui est un bateau complet. Donc c'est peut-être celui-là, GG, que tu as eu. Non, moi il me semblait que c'était. Ça devait être le Capitaine Crochet ou le Crocodile. Ah voilà, donc ça fait partie de la première édition, de 96. Et à votre avis, combien coûtent à l'heure actuelle les 7 jouets du diorama? Sûrement cher, conjoncture actuelle. Pour des jouets McDo. Déjà, il faut avoir les 7 pièces, qui est rare, parce qu'il faut aller souvent au McDo, il faut avoir les 7 pièces et monter le truc, et puis après, tu as la revente, je pense que ça peut. Alors, dites un prix, une échelle, un juste prix. 500 €. Non, moins. C'est moins. 200, 250? Un peu moins. D'accord. Oui, c'est pas tant que ça. 100 €. Abordable. Oui, c'est abordable. Alors, oui, c'est abordable. C'est des jouets. Mais prenez le contexte, c'est abordable, mais c'est des jouets McDo. 100, 150 €. C'est cette fourchette-là, entre 100 et 150 € sur eBay. Oui, après, c'est pas. Plus dans les déchetteries que chez les collectionneurs. Les jouets McDo. Oui, c'est sûr. C'est pas choquant en soi. Bon, voilà, c'est tout pour Peter Pan, à moins que vous ayez des choses à dire. Vous le conseillez sur Disney Plus ou pas? Oui, ça se regarde, bien sûr. C'est bien pour un petit dimanche. Alors moi, je voudrais parler peut-être de la fin, puisque Peter Pan après repart donc sur le bateau, le roi Crochet, puisque Crochet est dans l'eau avec Monsieur Mouche. Donc on sait que ça va, voilà. Mais les enfants, voilà, ils restent avec les parents. Qu'est-ce qu'ils vont être adoptés? Bah écoute, c'est un peu flou comme hein. ça. Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que là où il y a la partie glauque, c'est comme on ne sait pas vraiment depuis quand certains enfants sont là. Ça se trouve, ils peuvent être là depuis des milliers d'années, des centaines d'années, donc toute leur famille est décédée, ce genre de choses. Donc il y a ce côté un peu, cette réflexion que je me suis fait. Voilà, la Crochet qui vient d'un univers de pirates. Donc si eux ils sont dans les années. C'est marrant parce que ça c'est clairement le thème de Ghost Story. En fait, le fait que toi tu décèdes et que finalement si tu hantes ta propre famille, si tu essayes de rester près d'elle pour la regarder, finalement le seul truc que tu vas voir c'est la voir mourir en fait.
Et c'est pour ça que David Lory, Ghost Story, je vous dis, c'est très, c'est très dans la gueule. D'ailleurs, Green Knight, pareil, il aime beaucoup la mort, hein, ce mec-là. Hein. Je viens de me rendre compte parce que Green Knight, ça parle du chevalier donc de la table ronde Gauvin. Qui c'est lors d'un conte justement comme quoi apparemment il y a un homme arbre qui vient le voir et qui lui dit voilà je t'autorise à me donner un coup par contre tape judicieusement parce que je viendrai te rendre ce coup l'année prochaine. Et donc Gauvin décide en fait de lui couper la tête, sauf que le mec ne meurt pas, hein, il reprend sa tête et il la repose et il fait on se revoit dans un an. Et Gary il a fait c'est qu'est-ce dommage. Que c'est. Donc voilà, et en gros c'est ça l'histoire et c'est savoir un petit peu le périple de Gauvin. Est-ce qu'il va l'affronter directement et il lui donne rendez-vous et est-ce qu'il y va ou pas, est-ce qu'il va fuir? Moi je suis sûr qu'il aurait dû lui donner une pichenette. Hein. J'ai trop la flemme quoi. Franchement trop la flemme. Voilà, bon écoutez les amis, on a fait pas mal. Chevalier au lion. Chevalier au pancréas. C'est divin. Bon allez les amis, merci pour tout pour Peter Pan. On a fait pas mal de temps sur Peter Pan, on avait pas mal de choses à dire. Je pense que ça sera beaucoup plus court sur La Petite Sirène. D'ailleurs, on passe tout de suite au deuxième box-office sur La Petite Sirène. C'est parti. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. La Petite Sirène réalisée par Rob Marshall. Tout de suite, extrait audio. La vie commence pour toi et moi. C'est un humain. Il n'est pas de notre monde. Mais est-ce un ennemi pour autant? La Petite Sirène. Alors, pour ce box-office, j'ai tout simplement envoyé mes envoyés spéciaux. Mes envoyés spéciaux. Ouais, merci. Merci. J'ai fait littéraire. Ouais, exactement. C'est pour ça que tu es là. Ok, donc Gary ou Jérôme, dites-nous un petit peu le synopsis de ce film. Jérôme a l'air pas trop à l'aise. Gary, c'est à toi. Ah non, justement, ça aurait été drôle. Je peux le faire. Hein. Ah, ok. Allez-y, allez. Comme tu veux, vas-y. Donc on se retrouve sous l'océan. On retrouve une petite sirène qui est obsédée par ce qui se passe à la surface, par le monde des humains, que son père, le roi Triton, lui interdit. Parce que donc en prétextant le décès de la mère, et etc. Bref, on n'en sait pas beaucoup plus. Toujours est-il que donc elle est tout le temps en train de collectionner plein d'objets. Elle a son petit plein d'objets humains. Elle a Eureka qui est son seul ami de la surface, qui est un oiseau qui vient lui expliquer, pas toujours de manière pertinente, ce à quoi servent les objets qu'elle collectionne. Et puis donc un jour, elle va sauver de la noyade un joli naufragé qui n'est autre que le prince Eric, prince d'une île qu'on ne saurait pas situer sur une carte. Et lorsque son père l'apprend, eh bien, il se met dans une colère folle. Il la bannit pas dans celui-là, mais il est chafouin, très chafouin. Il casse des trucs dans la collection. Et là, donc, scrogneux, Ariel, la petite sirène, se fait démarcher par Ursula, sa tante, qui vient lui proposer un deal. Tu veux aller à la surface, ma jolie? Donne-moi ta voix et je te donne des beuges. Et c'est comme ça. Cette phrase, donne-moi ta voix, je te donne des beuges. Putain, c'est incroyable. Incroyable, c'est vrai. D'ailleurs, dans le film, c'est comme ça. Hein. C'est pas vrai. Donc voilà. Alors au casting, on retrouve donc Hailey Bailey dans le rôle de Ariel, qui est chanteuse à la base, hein, cette femme. On retrouve donc Jonah Hauer-King dans le rôle du prince Eric, Melissa McCarthy dans le rôle de Ursula. Bon, elle, on n'a pas besoin de la présenter. Pour le prince Eric, c'est son premier rôle au cinéma, donc c'est quand même une performance, hein, d'arriver d'être dans un Disney comme ça. Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, voilà, qu'on n'a plus besoin de présenter non plus. Et on retrouve une personne dont on a pu parler ce mois-ci dans le film Renfield, puisque c'est Awkwafina,
qui double, je crois, Eureka. Ah, En version originale, si je me trompe pas. Voilà, mais en tout cas, Aquafina est là. Ok, votre avis sur le film, les amis. Gary, tu commences. On est parti. On commence par le dessin animé aussi. Tu peux. Alors, le dessin animé, alors moi, ayant une grande sœur et une petite nièce, Laetitia, j'en ai beaucoup bouffé. D'accord. Donc voilà, j'ai beaucoup regardé ce dessin animé, bien qu'il soit pas... qu'on soit pas le public, parce que c'est plutôt adressé aux petites filles quand même. Oui, totalement. C'est cette petite princesse qui cherche le beau prince, tout ça. C'est plutôt basique. Hein, voilà. Et voilà, après le dessin animé de base, il se regarde, mais je l'ai jamais trouvé exceptionnel, tu vois. Puis le film en soi, il reste très fidèle au dessin animé sans beaucoup de nouveautés. Et voilà, si vous avez vu le dessin animé, je pense pas que le film va vous apporter grand chose de plus. Il y a quelques musiques en plus. D'accord, comme ils ont l'habitude de le faire, on l'avait eu dans Aladdin, donc avec une musique de Jasmine, de Guy Ritchie, qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, bref, mais oui, on a beaucoup de musique. Je crois que même dans La Belle et la Bête, pareil, qui avait été réalisé le live action avec Emma Watson, on avait toute une partie donc à Paris qui n'était pas présentée, à Paris même. Donc c'est possible parce qu'il y a beaucoup de choses dans les live action a priori qui sont repris des spectacles de Broadway. Oui. Et donc du coup, il y a des chansons qui viennent de ces spectacles et même des arcs narratifs qui viennent de ces choses-là et pas de l'original Disney, quoi. Donc oui, Aquafina en fait double bien Eureka et c'est bien Dorothée Pousseau qui la double en français. Voilà. D'accord. Donc quelques musiques en plus. Niveau histoire, il y a pratiquement rien de nouveau. On apprend juste que Ursula, c'est la sœur du roi. Mais à part ça, je vois pas trop de différence par rapport au dessin animé. Et voilà. Après, on a parlé, j'aime beaucoup la voix française de Eureka. Ça, dans le film, ça va bien. Franchement, Dorothée Pousseau, super performance. Déjà, c'est le personnage qui sauve pas mal de scènes, je trouve, parce que ça amène quelque chose d'amusant. C'est pas juste plan gnangnan. Et heureusement qu'elle est là et aussi le personnage de Sébastien, le crabe. Pareil, le doublage français est terrible. Je sais pas qui ils ont pris, mais voilà, cet accent martiniquais est juste parfait, quoi. D'accord. Et pour revenir à Eureka, parce que alors moi je suis nul pour reconnaître les voix, tu vois. Au début je pensais que c'était l'actrice française qui fait, tu sais, la duchesse d'Aquitaine dans Kaamelott. Oui, tu sais ce que tu m'as dit, oui. Pendant la séance. Ouais. Et je me suis gouré, mais pas tant que ça, parce que je me dis tiens, c'est la même voix que Sissou dans Raya en fait. Pour ça que j'ai. Ok. Mais en fait, et la voix originale de Sissou. C'est Géraldine Nakache. Oui, Géraldine Nakache. Voilà, c'est la même. Mais ça. Ok. Du coup, je me suis trompé en français, mais en VO, je me suis pas trompé. D'accord. Ok, mais en tout cas en VF, oui, dans Raya, c'est Géraldine Nakache. Voilà. Ok, donc Jérôme, toi tu veux rajouter quoi sur La Petite Sirène? Est-ce que tu l'as apprécié et ton rapport au dessin animé original? Alors, mon rapport au dessin animé d'origine. Moi, c'est un dessin animé que j'ai découvert très tard. Je l'ai vu qu'une fois adulte. Alors, pour que l'expérience soit comme il faut, je l'ai maté en VHS. Et je pense que 15 jours après l'avoir vu, j'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Ouais, comme on l'a dit, on n'est potentiellement pas la cible. Alors, on n'est pas la cible, mais après, voilà, c'était quand même très bien à l'époque pour Disney, parce que on avait de nouveau une héroïne, quoi. Alors que c'est vrai que nous, on a beaucoup connu Hercule, Aladdin, etc., où ce sont des héros et pas des héroïnes. Donc, ça fait partie du truc. Après, c'est vrai que le dessin animé, pour avoir regardé un petit résumé, histoire de me rafraîchir la mémoire, tout est basé sur des critères physiques. Oh, Eric, il est beau, machin, ça c'est beau, et machin, etc. Il n'y a rien de romantique là-dedans, quoi. Après, je me souviens que l'animation d'Ursula, elle était folle. Ouais, et puis c'est une vilaine qui est devenue emblématique pour Disney, et puis pas que, les produits dérivés, là par contre sur Ursula vous en avez un paquet. Ouais, maintenant, ouais, mais c'est pareil, c'est venu sur le tard. Ouais, c'est venu sur le tard, c'est venu sur le tard. Avec le développement de Disney qui est devenu un mastodonte du cinéma, et surtout avec Disneyland Paris. Et puis avec la mise en avant des vilains surtout. Parce que c'est pas quelque chose sur lequel Disney communiquait il y a 20 ans de ça. Ah bah non, déjà d'une, je crois que la première fois où vraiment les vilains ils ont été mis en avant, c'est quand Disneyland Paris a prévu de faire le Halloween.
et que leur Halloween party où là justement les vilains étaient mis en avant sur le parc et que souvent quand on va à Halloween on peut voir que les vilains d'ailleurs sortir pour faire les photos, les choses comme ça quoi. Ouais. Mais donc l'animation d'Ursula, je me souviens qu'elle était folle. Là, pareil, l'interprétation, voilà, c'est dynamique, etc. Ça fait très cabaret. Ouais, ça me surprend pas de Melissa McCarthy. Les moments où Ursula apparaît. Voilà, ça j'étais content que ce soit là. En revanche, ce que je vais avoir à reprocher au film, c'est que c'est globalement très sombre. C'est-à-dire que toute la partie sous l'océan, c'est pas féerique du tout, quoi. Ça, y a juste le moment de la chanson de Sébastien, donc sous l'océan. Là, ouais, ok, pas de problème, on y est. En plus, super bien fichu. Enfin voilà, ça réutilise tout un bestiaire qui est bien réel, hein, lui. Très très bien. Franchement, ça, super séquence. En revanche, tout le reste, c'est super sombre, etc. Enfin, t'as pas envie d'être une sirène ou. Mais est-ce que c'est pas le ou un triton. Après, c'est le propos. Hein. C'est le réalisme. À la surface, c'est bien mieux, voilà. etc. C'est le réalisme. Le fond des océans, c'est sombre en fait. Tout le live action, tu dis pas, ça peut être comme dans le film où c'est très. Ça peut être aussi une manière de cacher un peu peut-être les effets. C'est déjà super. Enfin, le dessin animé, il est super coloré. Ariel, elle a des cheveux rouges un dessin animé. Là, non. Tu vois. Enfin voilà, c'est. Ça pouvait être sombre, mais ça aurait mérité d'être genre plus contrasté. Tu vois, c'est-à-dire que ce soit un peu plus coloré quand même. Et là, au final, c'est coloré quand t'es avec Ursula et pour la chanson Sous l'océan. Et Sous l'océan, en fait, tu te posais la question donc de la VF, donc de Sébastien. C'est Jean-Michel Vaubien, voilà, donc qui est un danseur et chanteur. Ok, c'est très bien qu'ils aient repris en plus un chanteur parce que c'était Henri Salvador, il me semble, dans la... Justement, j'ai une anecdote. Dans l'original. J'ai une anecdote par rapport à ça, deux anecdotes même, par rapport à ça. Parce que tu as parlé du fait que tu avais voulu le faire vraiment de manière, on va dire... accurate, en mode j'ai regardé La Petite Sirène étant adulte, je l'ai mis en VHS. Il y a deux versions. Exactement, il y a deux versions du film. Il y a la première version qui est sortie donc en 89 où Henri Salvador double Sébastien. D'ailleurs, Henri Salvador qui double Sébastien pour Disney, c'est le premier star talent de l'histoire du doublage français. Ok. Juste pour vous dire ça. Il n'y en a pas eu avant, c'est le premier. C'est le premier gars qui n'est pas doubleur, entre guillemets, qui n'est pas comédien, qui vient faire en fait un doublage pour Sébastien de La Petite Sirène. Et en plus de ça, donc comme tu l'as dit, il y a deux versions, puisque en 90, au moment je sais plus si c'est en 96 ou un truc comme ça, ou en 99 pour les 10 ans du film, ils doivent sortir une version, ils doivent ressortir la version, et la boîte de prod qui s'occupe de la VF, donc c'est Disney Voice Character, un truc comme ça, qui s'occupe de ça, ils disent on va redoubler, à part les deux rôles principaux, donc Micheline Dax et Claire Guyot gardent leur rôle, donc pour Ursula et pour Ariel, tout le reste a été recasté. Et à l'époque, on n'est pas sur l'ère d'Internet, tout ça, mais les journalistes, ils ont milité, tout ça. Et c'est la première fois que Disney a plié face aux journalistes. Ils ont annulé cette version. Maintenant, pour la trouver, c'est uniquement dans des VHS qui datent des années début 2000. Maintenant, dans les versions DVD, c'est l'ancienne version qui est revenue sur le goût du jour, donc avec Henri Salvador, qui est là, en tout cas, dans le rôle de Sébastien. Et vu que ça n'avait pas plu aux journalistes, quand le Petite Sirène 2 est sorti, ils ont remis Henri Salvador. Voilà, c'était de l'anecdote. Et pour savoir quelle version vous avez chez vous, si l'hippocampe au début il a la voix de Marty McFly, c'est celle avec Henri Salvador. D'accord, donc l'hippocampe c'est Luc Hamet qui le double. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que j'ai des cassettes. Alors c'est dans le nom de La Petite Sirène, mais c'est pas le dessin animé. Donc la voix de Polochon, c'est pas la même. Ah bah voilà. Ouais, tu vois. C'est peut-être ça, ouais. Sûrement. C'était peut-être pour matcher avec d'autres sorties télé ou des trucs comme ça. Ah ouais. Alors je pense qu'il y avait un vrai délire, mais vous savez, il y a eu un moment où Disney, ils ont même voulu recaster pour la Blanche-Neige, pour Blanche-Neige aussi, il y a eu il y a eu des modifications de voix sur différents Disney et La Petite Sirène en faisait partie. Ouais, mais c'est des choses qui se font, ça. Depuis, parce que t'imagines encore une fois je vais citer la chaîne de Fabien Campaner, donc quand ils font la rétrospective de Blanche-Neige par exemple, Blanche-Neige c'est sorti dans les années 30, si on avait encore le doublage d'origine français, on aurait une Blanche-Neige qui roule les airs comme nos arrière-grand-mères, hein.
Bah oui, non mais totalement. Et puis la qualité du son serait pas la même, même remasterisée. Oui, le matériel a évolué. Bah oui, tu ne peux pas remasteriser, on va dire tout et n'importe quoi. Quand tu pars d'une base. T'imagines pas Blanche-Neige, je te dire, un jour, mon prince viendra, quoi. Façon Castafiore. Non mais tu vois, t'imagines. Enfin, c'est vraiment, non mais c'est vraiment ça. Hein. Bah oui, c'était ça. C'est vraiment ça. Ouais, totalement. Donc voilà. Après j'ai d'autres anecdotes de doublage, mais continue ton histoire. On y reviendra quand vous peut-être potentiellement vous parlerez des personnages. Oui, alors les personnages, on va y venir. Donc, Javier Bardem, il est parfait en Triton, en roi Triton. Franchement, je vois pas quelqu'un d'autre. En fait, il a exactement le faciès qu'il faut, etc., la stature qu'il faut pour être le roi Triton. Là, enfin, dans les acteurs que je connais, etc., je vois personne d'autre l'incarner. Voilà, même si c'est pas un rôle de fou, etc. Mais franchement, enfin très très bien, très très bien. Le roi Eric, il marche bien, etc. Alors sauf les passages chantés, moi ça m'a sorti complètement. Attends, du truc. Tu parles du prince Eric ? Oui, du prince Eric. D'accord. Oui, parce que j'ai entendu le roi. J'ai dit le roi. Oui, bah écoute, alors, ça va vite. Il va devenir roi un jour. Ça va vite de nos jours. Donc, sauf pour Charles, bien entendu. Ah putain, lui il a attendu, hein. Le pauvre. Enfin, le pauvre. Bref, donc oui, le prince Eric, oui, enfin l'acteur qui l'interprète, franchement, ça marche, etc. Avec ses yeux qui coulent à la Ryan Reynolds, là un peu. Voilà, ça passe, etc. Alors il y a tout ce côté, on rajoute la famille du prince qui n'existait pas dans le dessin animé de base. Voilà, là on découvre sa maman, etc. On découvre que sa maman, donc c'est la reine de l'île en question, et que ils ont trouvé le gamin, voilà, échoué sur la plage et tout ça, et que du coup c'est un enfant adopté. Voilà. Bon. Est-ce que ça ajoute quoi que ce soit ? Je suis pas certain, mais bon, voilà, ok, ça a le mérite d'être là. J'ai une anecdote sur le prince Eric. Voilà. Voilà. Les amis, j'ai une anecdote puisque en fait tout simplement dans la version de 2023, donc voilà, le prince Eric, il est doublé par Martin Falliu, et Martin Falliu, c'est tout simplement le fils de Claire Guyot qui était la doubleuse originale de Ariel. Et donc il a amené sa mère voir le film à l'avant-première, et il l'a tweeté, je crois qu'il l'a pas tweeté mais il a fait un TikTok où il est avec elle et il dit voilà, la boucle est bouclée, le fils qui emmène voir sa mère, voir le rôle, un des rôles qu'elle a doublé, un de ses premiers rôles, voilà. Donc c'est plutôt marrant, je trouve. Pour le mec s'en fout, le mec s'en fout. Oui, non mais si, c'est rigolo. Enfin, heureusement que c'est pas dans le même métrage, quoi. Ah oui, non. Voilà. Tu m'étonnes. Quand on parlait d'Ursula, tout à l'heure, tu disais que c'était donc Micheline Dax dans la version animée. Là, c'est vrai que le côté rauque de la voix de Micheline Dax manque un peu à cette Ursula. Je sais pas ce qu'elle donne en VO. C'est Melissa McCurdy, donc elle a une voix qui est plutôt aiguë, hein, quand même, mais elle peut descendre très bas. Hein. Ouais. On le voit dans le Ghostbusters de 2016, hein, elle arrive à moduler bien sa voix, donc j'espère que la chanson de Ursula en anglais passe bien. Ah bah, en français, la chanson passe très bien, etc. Mais c'est vrai que moi j'avais en mémoire, donc la voix de Micheline Dax qui est très grave, très rauque, etc. Et puis qui est très, dont on sent la manipulation derrière, quoi. Donc voilà. Vicieux. Voilà, exactement. Ah. Et alors, gros bémol sur la fin, parce que alors, je me souviens de quelque chose de dantesque en dessin animé. Là, on nous refait la même en moche. Non, mais c'était laid. La Ursula géante, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi vous avez mis un espèce de flou pour qu'on voit que c'est raté ? Enfin, pour qu'on voit pas que c'est raté. On voit que c'est raté quand même, les gars. Non, ok. Déception. Déception du final. Voilà. En fait, le final, ils ont voulu le faire vraiment comme dans le dessin animé. Et il y a un truc qui marche pas. Ok. Voilà. D'accord. Il y a un truc qui marche pas. Et puis de toute façon, la façon dont elle se fait battre, c'est la même que dans le dessin animé. Oui, c'est pareil. C'est très très fidèle, mais c'est nul. D'accord. Je veux dire, t'as enfin chopé le trident que tu veux depuis des années et des années. C'est censé te rendre ultra powerful. Et là, une proue de bateau pétée et c'est mort. C'était un peu déjà les critiques de base du
dessin animé moi en ayant vu les critiques, donc dans le dessin animé de base, il nous disait que c'était un des premiers Disney, le dessin animé original, où la fin n'avait pas vraiment de morale. C'est la méchante, on la tue quoi. Il n'y avait pas vraiment d'une morale comme dans les méchants de Disney, comme dans Aladdin où il utilise l'avidité de Jafar pour son ambition, etc. Et là en fait c'est vraiment c'est bourrin quoi. Oui. On retiendra vraiment voilà, c'est bourrin, c'est la fin. Merci, au revoir. C'est vrai que et on va boire du rhum parce qu'on est dans un milieu avec des pirates, des marins, voilà, impeccable. C'est un peu ça. Mais donc voilà, merci à Sébastien et à Eureka d'avoir été là pendant le métrage parce que c'est vraiment eux qui donnent de l'air dans les trucs gnangnan, etc. Voilà, donc encore une fois, je suis pas le public de ce film-là. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Franchement, je serais pas bon juge en fait. Mais voilà, mais si ça vous botte, moi je pense que n'importe quelle petite fille, elle va kiffer. N'importe quelle maman un peu nostalgique devrait kiffer. Voilà, c'est propre. C'est propre. Mais mis à part le final qui est déceptif un peu, est-ce que vous le conseillez d'aller le voir au cinéma, Garib, en sachant le prix de la place maintenant? Pour vous non, mais en règle générale. Bah, si pour un enfant, oui. Après, pour vous, non, quoi. D'accord, ok. Et toi, Jérôme, non, mais le cinéma, c'est une fête et c'est dans une salle obscure que ça se passe. C'est clairement pas sur son canapé. Oui, d'accord. On n'en a pas parlé pour Peter Pan, mais c'est tellement c'est tellement vrai. Les amis, merci d'avoir donné votre avis. Moi je vais rebondir un petit peu sur la petite sirène, puisque finalement quand on creuse un petit peu sur internet, on se rend compte que la petite sirène premier du nom, le Disney original, c'est potentiellement le Disney le plus sulfureux. Et est-ce que vous savez pourquoi, les amis? Il y a pas mal de sous-entendus, il y a pas mal, on va dire, de choses cachées dans ce film qui sont liées à des choses un peu coquines. Ah, il parle pas par rapport à la personnalité de Ariel qui veut absolument embrasser le prince. Non, rien à voir avec ça. Non, rien à voir avec ça. Il n'y a pas le nombre de gosses du roi Triton qui... Non. Parce qu'il en a beaucoup. D'accord, alors c'est le roi des mers. Hein. Donc, alors non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a un truc rien que sur les espèces d'orgues en coraux dorés, ne serait-ce que sur l'affiche. Exactement. Que soi-disant, ce serait des godes. Ou alors voilà, en gros, c'est simple, ils le disent. Il y a un pénis dessiné sur l'affiche dans le fameux château, dans cette espèce d'orgue en fait qui reprend la forme phallique. Il y a beaucoup de choses comme alors ça. Il y en a plein dans Disney, Bernard et par exemple. Le Roi Lion. Dans Bernard et Bianca, il y a vraiment une scène où on voit une femme à poil qui est en topless. Oui, à une fenêtre. Exactement. Super vite quand ils sont sur le goéland. À une fenêtre, on a le mot sexe qui est sur l'affiche de réponse. Aussi. Le mot sexe est aussi dans le nuage du Roi Lion. Exactement. SFX, enfin. Oui, pareil. C'est des délires un petit peu derrière. Non, et voilà. Et il y a un autre détail qui est caché. Voilà. Est-ce que vous le savez? Peut-être Steve, t'as l'air d'être au courant de ces petits Easter egg. Voilà. Alors, tout simplement, c'est pendant le mariage de Eric et Vanessa. Puisque dans la version originale, donc si vous l'avez en cassette vidéo, vous allez pouvoir revoir le détail, puisque tout simplement le détail coquin, il se passe sous la ceinture du prêtre puisqu'il est en érection. Voilà, donc regardez bien le détail si vous voyez la version originale, pas la version de Disney. C'est étrange. Voilà, pas la version de Disney, mais le prêtre, le prêtre, il a un mandrax de vin, quoi. Il a un bras-tasse d'enfant dans le calcif, et voilà. Ok, d'accord. Peut-être la comparaison est pas. Elle est quand même pas très heureuse. Oui. Voilà. Donc... J'ai la cassette, on verra. T'as la cassette? La petite chaîne? Oui. Ah, énorme. Alors, d'ailleurs, si vous avez un autre truc comme ça, c'est par rapport à la cassette du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez voir la voiture passer derrière les hobbits, alors qui n'est plus, bien entendu, dans la version DVD. Après, y a énormément de choses comme ça. Pareil pour ce film-là, qu'il a été réédité, bien entendu, à partir des DVD et tout ça. Donc cette scène-là n'existe plus. Si vous l'avez en DVD, Blu-ray, 4K, bref. Vous savez, Disney découle ses films à l'infini. Voilà, c'était tout, en fait, ce que j'avais. Vanessa, pareil, je sais pas quelle actrice ils ont pris, mais très 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 mignonne. Moi aussi, je suis comme le prince Eric, j'oublie tout de suite. Ah, d'accord. Attends, je vais voir Vanessa. Eh tu fais un peu dessin animé, mais c'est pile celle qu'il fallait. Ah oui, pour, on est d'accord. Oui, quand j'ai revu mon résumé là après, en étant rentré à la maison, j'ai fait en effet, ça match vachement bien. C'est pile. Hein, Jessica Alexander, voilà, qui est une actrice anglaise et à la base, elle est mannequin. Voilà. La messe est dite.
La messe est dite, voilà. Et ben écoutez, merci les amis d'avoir parlé de La Petite Sirène, c'était très cool, merci, j'espère que ça a pu donner envie ou conseiller les gens sur le fait d'aller voir ou non le film. On va passer à une troisième rubrique justement les amis qui n'a pas de titre, donc je l'ai appelée tout simplement ma rubrique qui n'a pas vraiment de nom pour le moment, donc il n'y a pas de jingle, il n'y a rien du tout, c'est un peu un pilote, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et vous les glandus, je vous poserai la question si vous l'avez apprécié à la fin de cette rubrique pour changer un petit peu le format. Donc en gros, le format il va être plutôt simple. C'est je vais vous parler d'un film ou d'une série qui m'a vraiment plu si j'ai beaucoup de choses à dire, ou d'un film ou d'une série qui m'a vraiment déçu si j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par ce détail-là à ce moment-là. Et après, je rajouterai en fait une petite anecdote que j'ai pu voir sur les réseaux liée à la pop culture. D'ailleurs, elle concerne un film qu'on a parlé un peu plus tôt dans le mois, Spider-Man. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, donc pour ce nouveau format, j'avais envie d'attaquer par une déception. Alors non pas que je l'attendais, mais c'est une déception quand même, puisque je vais vous parler du film Les Chevaliers du Zodiaque. Oh non. Alors, anecdote, j'ai une petite anecdote. Là, c'est l'émission de l'anecdote. Aujourd'hui, franchement, j'ai une petite anecdote liée à ça quand j'ai été le voir au cinéma. Parce que bon, j'y suis allé pour la gloire, pour l'histoire, avec un grand H, les amis. Vous allez voir, parce que au vu des bandes annonces, je m'attendais à ce genre de résultat. Et il y avait une famille derrière moi, vraiment. Tu sens que c'est le daron qui a emmené en fait ces deux gamins et sa femme. La femme, elle était sous l'axe, mais vraiment saoulée d'être là déjà, en mode bon, vas-y. Saoulé que c'est mon gars, lui là. Mais c'est exactement ça. Et vraiment, le mari, il était là, vraiment en mode. Ah, tu veux pas un peu de popcorn? Ouais, vas-y, donne-moi ta carte, je vais aller en chercher. Tu vois, vraiment, donc elle est arrivée avec son popcorn, toi, ça l'a occupé pendant la séance, bref, mais elle était sous l'axe de fou. Le film se termine et vraiment, le père, il se rend compte, en fait, de la daube qu'on a vue, quand même tous, mais quand même, il veut pas trop le dire parce qu'il y a un peu de fierté, il a emmené sa famille, ils se sont fait chier pendant 2 heures, il a dit vraiment haut et fort, il fait, c'était original, hein. Donc voilà, donc vous l'avez compris, Les Chevaliers du Zodiaque, c'est très mauvais, puisque globalement le film commence par une magnifique cinématique digne de la PS3. Ça raconte vraiment les origines de l'histoire du manga, c'est-à-dire une petite fille qui est la réincarnation de la déesse Athéna, et donc elle va devoir recruter des jeunes hommes pour la protéger, et ils ont la capacité de développer leur force, qu'on appelle le cosmos. Voilà, ça c'est dit dans le film, et c'est la seule chose qui est fidèle à l'œuvre du mangaka. Ouais, c'est un peu triste, voilà. Pour le reste du film, comme je le disais, c'est totalement dégueulasse. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, non mais en termes d'effets spéciaux... Mais c'est une réalisation japonaise ou américaine? Non, c'est une réalisation américaine, c'est franco-japonais. Voilà, mais parce que ça fait un bout de temps, apparemment, que le mangaka, il veut une adaptation, donc Masami Kurumada, il veut une adaptation des Chevaliers du Zodiaque en live action. Et donc, comme je le disais, c'est dégueulasse en termes d'effets spéciaux, mais aussi en termes de réalisation, ça use à tout va en fait de ralentis qui sont inexplicables. Par contre, je vais rejoindre en fait le joueur du grenier qui a pu faire une petite critique avec Seb justement des Chevaliers du Zodiaque, parce que il fallait en parler quand même, c'est quand même une œuvre majeure des années 80-90 pour le Club Dorothée. Et donc il dit, il y a le premier combat qui est bien chorégraphié, et c'est vrai. En fait, le premier combat, vu qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien du tout, c'est bien chorégraphié. La caméra, elle prend des angles qui sont plutôt intéressants. T'es vraiment dans l'action, ça se passe dans une cage de MMA. C'est super cool, mais il n'y a pas de cosmos, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'effet genre bien pourrave. C'est vraiment pas mal. Donc, il faut le souligner. C'est le seul truc, vraiment. Si là, après, on va s'intéresser un petit peu à ce qui ne va pas. Donc, ce qui ne va pas déjà, c'est les effets spéciaux. Le réalisateur, tu sens qu'il a vraiment voulu mettre des trucs cool, entre guillemets, vraiment le truc cool, des ralentis, des effets spéciaux partout, genre des halos bleus autour des personnages, qui essayent de montrer un effet de puissance, sauf que ça marche pas du tout. Et on a une performance, parce qu'on a une course-poursuite dans le film d'une absurdité exemplaire. Tout simplement, j'ai rarement vu ça. Je crois que j'ai jamais vu ça, à part dans le Crost sur Gamer, où il parle de Gamer avec Ariel Domba, où il se la joue à la Wipeout. Si vous avez la référence, vous comprendrez le type de course-poursuite que j'ai. Et en plus de ça, donc sur les aspects techniques,
Il y a un battage de couilles monumental sur l'œuvre originale, que ce soit au niveau des costumes. Les costumes des Chevaliers du Zodiaque qui sont réputés pour être esthétiques et non pas pratiques. Là, ils sont partis sur le côté pratique en mode armure de chevalier avec des épaulettes, des machins, des trucs comme ça. C'est censé représenter normalement la constellation de ton personnage. Là, c'est juste du métal. Bonjour, on a du métal sur nous et on est quand même plus rapide que vous. Voilà. Donc ça, globalement, c'est pas fou. On a aussi un battage de couilles au niveau des noms des personnages. J'en ai parlé en off avec toi, Jérôme. Dans l'œuvre originale, donc le personnage principal s'appelle Seiya. Au Club Dorothée, il s'était appelé Seiyar. Et Seiya, il a une sœur. Dans l'œuvre originale, elle s'appelle Seika. Dans ce film, elle s'appelle Patricia. Le rapport. Pourquoi pas, ok. Le rapport. Donc, bien entendu, on s'en doute. Seiya s'appelle bien Seiya. Athéna ne s'appelle pas Saori. Elle s'appelle Sienna. Sean Bean, c'est un personnage qui n'existe même pas dans le manga. On a Marine, qui est pas trop mal. Par contre, c'est potentiellement le personnage le plus fidèle à l'œuvre originale, pour ceux qui connaissent. Et le rôle de Phoenix dans X-Men, je sais plus le nom de cette actrice, n'existe pas non plus. Ce rôle de maman qui veut tuer sa fille, voilà, c'est naze. Donc voilà. Et j'avais vérifié en fait parce que Jérôme m'avait posé la question. Il m'a dit est-ce que ça vient en fait du Club Dorothée, le fait de franciser les noms? Et en fait pas du tout. C'est un des rares mangas ou un des rares animés où le nom, c'était les noms originaux en fait. Voilà, donc on avait Yoga, on avait Seiyar. À part Seiya qui est devenu Seiyar, mais on avait Iki, on avait Shun. Voilà, ça c'est les noms originaux du manga. Donc voilà. Et vu que le film n'a fait que 41 000 entrées, c'est environ 1 heure pour une vidéo de Squeezie. En termes de vue, je peux me permettre de dire que le film n'intéresse pas grand monde, donc je vais vous spoiler la révélation du film. Et cette révélation, c'est le combat final tant attendu. C'est faux, il pop de nulle part pendant tout le film. C'est un combat titanesque entre le chevalier de Pégase et celui du Phénix. Et dans cette version, il ne s'appelle pas Iki, il s'appelle Néron, qui sort de nulle part. Et en fait, ils ont juste fait ça pour tromper le spectateur en mode mais c'est qui Néron par rapport au manga, je sais pas. Ouais, ils ont voulu apporter du mystère, mais c'est nul. Voilà, c'est nul. Donc pour ma part, ce film c'est juste mauvais de A à Z. Il y a vraiment rien à y retirer à part les 2 points positifs que je vous ai dit. Donc le premier combat et le côté un peu fidèle de cette introduction. Ouais. Voilà. Mais par contre, ce qui est vraiment décevant, c'est que vu qu'ils y vont à fond et qu'ils ont essayé de rendre les choses très sombres et tout ça, le film il est même pas drôle. Alors que Dragon Ball Evolution, ça c'est drôle au moins. Oui, ça se regarde. Drôle, mais c'est malaisant mais drôle. T'arrives à rigoler en fait face à Dragon Ball Evolution. Voir Son Goku sur une Opel Corsa, moi ça me tue, tu vois. Ça me tue de rire. Si tu dis c'est bon, c'est pour la déconnade, c'est bon, tu déconnes. Voilà, mais là, mais même pas là. Là, tu te fais juste chier en fait avec ce film. Ça arrive même pas à être tellement, c'est tellement mauvais que ça arrive même pas à être drôle en fait. Et c'est ça qui est vraiment triste avec ce film. Voilà. Sean Bean, il meurt, du coup, tu m'as dit. Sean Bean, il meurt, exactement. Pourquoi il a accepté un rôle là-dedans alors qu'on sait que c'est un acteur quand même qui a joué dans c'est vrai qu'en ce moment, il est pas que ça, très en vogue. Très, il joue dans James Bond et tout ça, bref. James Bond, Benjamin Gates, je crois qu'il a fait qu'en ce moment, il avait besoin de GoldenEye, peut-être. Après, c'est peut-être son film d'impôt, comme Robert De Niro. Oui, voilà, je pense que voilà, et on a tous besoin d'argent. Exactement, la vie est chère. On l'a pas vu, c'est vrai que récemment, on l'a pas vu dans beaucoup de films. Moi, j'adore cet acteur, mais pas récemment. Ces dernières années. Ouais, j'ai pas souvenir de me dire le dernier film qu'il a fait, j'aurais même pas souvenir quoi. À part moi, je me souviens de Seul sur Mars, mais. Ah, il joue dans Seul sur Mars. Ah oui, exact, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais toi, je savais même pas. Mais moi, je me souviens vraiment Matt Damon. Oui. Vraiment, Matt Damon. Il joue le Benjamin Gates, il joue. Oui, dans Benjamin Gates, je m'en souviens. Non, donc voilà, Sean Bean, il meurt, bien entendu. Voilà, donc c'était tout pour les Chevaliers du Zodiaque. Je ne vous le conseille pas. Même en streaming, vous allez perdre 2 heures de votre vie. D'accord, très bien, j'irai le voir, merci. Donc voilà. La deuxième anecdote, comme je le disais, ça parle de Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà. Avant d'aller voir le film, sur les réseaux sociaux, j'avais pu voir comme quoi Burger King avait fait une collaboration avec le film, et c'est pas McDo pour une fois. Oui, ils ont sorti un menu. Mais pas en France. Ils ont sorti un menu qui est rouge, donc un burger rouge radioactif, vraiment, voilà, avec des jouets. Aux États-Unis, parce qu'en France, là, il y a des jouets Spider-Man. Eh ben, je l'ai appris. En fait, c'est en France, mais seulement dans un seul Burger King. Ah mince.
dans le Burger King de Saint-Lazare à Paris, qui a été totalement modifié en termes de déco aux couleurs de Spider-Man. Il y a même un photocall où genre tu rentres dans une tâche de la tâche et tu peux prendre des photos. Les chaises, ils sont suspendus par des toiles d'araignée en décoration. C'est super. Et on peut retrouver le fameux menu rouge de Spider-Man, donc ce fameux burger radioactif que, à mon avis, si vous mangez, il y a peut-être des problèmes d'ici 10 ans. Donc voilà. Mais Cochenil, c'est bon. Donc ils ont fait ça en France. Ils l'ont fait en France une fois. Et ce qui est marrant, en fait, donc je vous ai parlé du photocall, mais il n'y a pas que ça. On peut retrouver en fait un écran qui est connecté directement en fait au BK de New York et on peut parler aux New-Yorkais en direct. Ça c'est rigolo. Ça c'est Il marrant. faut savoir parler anglais parce que. C'est sûr, c'est pas toi qui va arriver. Non, puis il faut, burger. Hello. faut anticiper les 6 heures de décalage aussi. Hein, parce que... oui, exactement. Si le mec est en pleine nuit. Donc voilà, et donc il y a le fameux burger rouge, le photocall, et voilà. Alors, au niveau des objets collector, parce que quand on prend le menu Spider-Man, vous vous doutez bien, il y a des petits trucs collector Burger King. Alors, en ce moment, c'est ça, Burger King, c'est un espèce de poster avec des autocollants à mettre. Pour Spider-Man ? Ouais. Ah bah tu vois, parce que là, il y a vraiment d'autres goodies collector qui sont disponibles uniquement au Saint-Lazare, et ce sont des verres, en tout cas, pour les verres Spider-Man, avec Gwen Stacy, avec Miles Morales, et puis je crois qu'il y a un verre où il y a Peter, Gwen, et puis Miles dessus. Voilà, c'est une affiche qui est plutôt connue, mais c'est sympa. Bon, ça vaut pas les fameux seaux de popcorn des théâtres AMC qu'on avait pu discuter en off. J'en parlerai dans une autre chronique potentiellement quand on aura un format image pour que vous ayez les images en quête, parce que c'est un vrai délire. Là, cette année, pour Spider-Man Across the Spider-Verse, tu achètes en fait les casques, les tests, vraiment les masques de Miles Morales et de Gwen Stacy en seaux de popcorn. Et ça se revend à prix d'or sur eBay, c'est un truc de fou. Hein. Mais vraiment, ça se revend pour un bout de carton. Non, c'est du plastique, tu l'achètes en plastique. En fait, t'arrives dans les théâtres AMC aux États-Unis et t'as une formule qui doit être à 25 €. T'as le seau de popcorn qui est collector, emballé, t'es pas obligé de l'utiliser pour le film. Ils te donnent un vrai seau de popcorn et une boisson, et voilà quoi. Et ça coûte 25 $, voilà. Donc, et ça se revend 1500 €. Et ça se revend 500, 1000 €, ce genre de truc, en fonction du film, en fonction de la rareté de la chose. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était le fameux casque de Batman. Et ensuite, après, quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'ils ont été beaucoup plus loin, c'est qu'ils ont carrément fait l'Ecto One. Oui, le marteau de Thor aussi. Je crois que voilà, on en reparlera dans une autre chronique, les amis. Voilà, mais bon, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était très intéressant. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez. Le film, visiblement, non. Enfin, oui, le premier, que celui-là, qu'est-ce que t'en as pensé du coup ? On peut aller le voir ou pas ? Cross the Spider-Verse. Voilà. Et bah, si vous voulez la réponse, allez voir le BTTR dont on a pu parler, qui est sorti le 10 juin. Voilà. Les amis, on va passer tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. Vous le savez, on va faire un petit bac. Donc, je vais vous distribuer. Eh oui, j'ai oublié les stylos, tout simplement. Il n'y en a que 2 ? Bah, il y en a 2 là, ouais. Ok. Bon, bah. Et les autres, bah tant pis. Micro pause, je vais chercher les stylos. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? On est parti pour le petit bac du cinéphile. C'est ça, j'allais dire, c'est le petit bac du cinéphile ou le petit bac du late, je ne sais plus. En tout cas, je vais vous rappeler les règles. Donc voilà, vous jouez tous ensemble. Vous allez jouer pendant 1 minute 30 à chercher des noms différents, donc des titres de films, des titres de séries télé, des noms d'acteurs et des noms d'acteurs et actrices, de réalisateurs. En gros, c'est simple. Si vous ne trouvez pas, vous avez 0 point. Si vous trouvez le même nom ou titre qu'un de vos camarades, vous allez prendre 1 point. Et si vous trouvez un nom unique, vous prenez 2 points. À la fin de la game, à la fin, vous notez donc le nombre de points sur votre ligne et on fera un calcul et vous verrez qui... Faut pas copier sur les autres alors. Non, de toute façon, en vrai, t'as pas le temps de copier avec 1 minute 30. Donc voilà, donc c'est simple, tirage au sort. Je vais tirer au sort un chiffre, donc de 1 à 26, et ça reportera la lettre, et vous devrez en fait trouver la chose liée. Vous devrez trouver le titre associé à la lettre. Voilà, on est parti. Premier tirage au sort. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur, les amis, puisque W. Le premier, alors à chaque fois le premier c'est quand même très compliqué. On est parti, on lance le chronomètre, 1 minute 30. Vous avez 1 minute 30 pour trouver donc les réponses à tout ça. Voilà, donc il y a un titre de film, un titre d'une série télé, le nom d'une actrice ou d'un acteur et
le nom d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Voilà, bien entendu, je dis les noms, mais c'est pas les prénoms, mais les noms de famille qui nous intéressent, en tout cas pour ces derniers. Voilà, donc nous sommes à 1 minute du reveal. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais si l'un d'entre vous complète la ligne de A à Z, on stoppe le chronomètre et vous devez dire vos réponses. C'est bon. Okay. Maxime. Normalement. Ok, Maxime, il a tout. Donc, attends. Ah bah attends. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas si, par exemple, le titre d'un film peut être dit en anglais, parce que c'est... Ça dépend si c'est le... on va voir, si c'est le titre original. Vas-y. Ok, on est parti. Donc, titre de film. Alors, Blanche-Neige, White Snow. C'est pour ça, non, mais je ne sais pas. Alors, tu me mets Hangover alors qu'on a Very Bad. Non, c'est en W là. Non, mais voilà. Si c'est le vrai titre original, moi je dis qu'on l'accorde si ça s'appelle. Je sais pas comment Blanche-Neige s'appelle en. C'est White Snow and. Non, sauf que c'est Snow White. Ah, peut-être, oui. Ah, mince. Je crois que c'est Snow White. Je vérifie. Je ne parle pas anglais, je ne peux pas. Alors, dire. moi, sinon en film, j'avais Willow. Ah, oui. Bien. Qui avait Willow? Non. Donc c'est 2 points, Ikichi, directement. Donc, titre. Attends, Blanche-Neige. Titre. Non, mais oui, c'est t'as raison. Ouais, je crois. Mais bon, c'était bien tenté, je pense. Oui. C'est compliqué. Ah, mais il essaye de trickser et tout. Non, mais je ne connais pas. C'est la première fois que je joue. Ouais. C'est bien Snow White, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Donc, Maxime, ta deuxième réponse, vu que c'est toi qui a... Pour la série, The Witcher. Oui, ça passe. Voilà. Ça passe, c'est bon. Alors, qui avait The Witcher? Je pense tout le monde. Moi j'ai The Walking Dead. Ah oui. Donc 2 points pour Ikichi et on a 1 point chacun. Donc voilà. Troisième réponse. Wes Anderson. Ça s'écrit comme ça. Ça ne marche pas, c'est le prénom. Oh merde. Oh merde. Oui, Anderson et son nom et oui, on a dit pas les prénoms. Oui. On a dit pas les prénoms. Ah oui. On a dit pas les prénoms. T'avais quelque chose, Jérôme? Non, j'ai pas de réel. Il est allé trop vite. Ok. Ikichi, Gary, non? Non, j'ai pas ni d'acteur. Et l'actrice ou acteur? Whittaker. Ouais, pareil. Ok, bien joué. Donc 1 point chacun. Forest Whitaker. Exactement. Et alors moi pour les films, j'en avais au moins 3. Wayne's World, Waterworld, West Side Story. Bien joué, c'est 2 points. Bref, et du coup j'en ai mis plein parce que je me suis dit les salauds s'ils mettent le même. Et sinon j'ai mis Westworld pour Westworld. Ça fait 4 points pour Jérôme en plus. Voilà. Super. On est parti les amis pour le deuxième tirage au sort. Là à mon avis ça sera un match un peu plus intéressant. Pour la deuxième lettre, donc vous allez jouer, c'est la lettre J, les amis. C'est parti, 1 minute 30. Donc, comme je le disais, Esteban, mets-nous une petite musique de jazz pendant ce deuxième tour de ce petit bac du late ou du cinéphile. Je ne sais plus, bordel, merde. Voilà. On sent que Maxime avance bien. Il y a de la concurrence avec. En plus de ça, la lettre J, vous y étiez déjà tombé dessus. Oui. Lors de l'émission avec Mickaël Place, d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller la réécouter. On a fait une super interview de Mickaël Place, réalisateur de Star Tour Last Lunch, qui devrait sortir très bientôt. Voilà. On vous prépare des belles choses, les amis, globalement aussi, sur les prochains mois qui vont arriver, du changement, du nouveau. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, il reste 40 secondes les amis, 40 secondes. Gary est dans un état qu'on peut appeler la tanasse. Stop. Oh Jérôme, c'est un stop à 30 secondes de la fin. Maxime est très énervé. Non, je suis pas énervé. C'est juste que le réalisateur c'est chiant quoi, je les connais pas. Je croyais que tu avais fait littéraire. Tu vas voir que tu le connais en plus, ça va te foutre la rage. C'est sûr. On est parti, Jérôme. Donc, pour le titre du film. Pour le titre du film, j'ai mis Juno. Oui. On a potentiellement à 2 points, je pense. Mais pour la deuxième proposition que Ekichi et Gary ont, je pense que c'est 1 point. Jumanji, Oui, c'est ça. Voilà. Alors non, mais moi aussi. On avait tous mis ça au début. T'avais mis Jumanji? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et qui me dit, bien sûr. 1 point, c'est ça? 1 point chacun. C'est le premier que j'ai mis et puis je l'ai rayé et après je me suis dit Juno. On est parti, donc titre de série télé. Alors attention, série de ouf. Jag.
Ah, Jag, bien, je valide. Moi, je m'attends à une série que Maxime m'a parlé. Mais tu le sais. Et Journeyman. Exactement. Parce que c'est le seul gars qui l'a regardé. Et après, oui, mais c'est en J. Et il me dit, putain, je comprends pas. Je peux mettre 2 points là. Là, je peux mettre 2 points, j'en suis sûr. Tu peux mettre 2 points et Jérôme aussi. Hein. Voilà. Les gens ne connaissent pas Journeyman. Bah, c'est normal, tu es le seul à regarder. Et NBC, ils t'ont envoyé un abonnement exprès. Ça me dit rien. Ah oui, oui. Bon, et après, pour les 2 autres, c'est la même réponse. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est alors, Jérôme? Gérard Jugnot. Oui, bah, bien entendu. Évidemment. Il est réalisateur et acteur à la fois, voilà. On est d'accord. Gary, t'avais quelque chose en réalisateur? Non. Et actrice, t'avais quelque chose? Oui, acteur, j'en ai un. Ah oui, d'accord, ok. Bah justement, c'est la prochaine réponse. Jérôme, l'acteur. Parce que c'est 2 points. C'est la même chose, Gérard Jugnot. Ok, Gérard Jugnot en acteur. Et toi, t'avais quoi? Jackman. Jackman. Hugh Jackman. Bien, ça passe, ça passe. C'est l'ami Yugi. Évidemment. Maxime, t'avais quelque chose? Alors, moi, c'est drôle parce qu'au début, Il y a que moi qui l'a. j'ai mis bon, un acteur. Personne n'a Hugh Jackman? Non. Oui, C'est 2 points, Gary. C'est 2 points. Non, moi, j'avais trouvé quelque chose au départ. Après, j'ai modifié. Oh. Sur la fin, j'avais Jarry, bon l'humoriste, mais c'est pas vraiment son nom. On parle d'acteur, pas d'humoriste. Oui, mais c'est un acteur aussi, il joue dans des films. Oui. Ah bon? Bah, bien évidemment. Et après, Bien évidemment. Mais bien évidemment. Oui, Qu'est-ce que tu me racontes? après j'avais Johnson, Enfin, comédien, Scarlett ça- Johansson. Dwayne Johnson. Non. Scarlett Mais non, Johansson. Scarlett Johansson. Ah ouais, putain, ouais, mais en fait, ouais, il y en avait. Mais il y en avait en fait. Oui, avec le il y en stress avait et tout en là. fait. c'est Voilà. évident qu'il y en a. Ah oui, Bien je sûr. suis d'accord. Donc Scarlett Johansson, c'est 2 points. Et Kitschit, t'avais quelque chose? Non, Ok, parce que là, d'accord. ils vont trop vite pour moi. Ça va vite. Hein. C'est compliqué. Ah Hein. oui. Ils écrivent plus vite que leur ombre. C'est ça, c'est ça. On est parti. 3e tirage au sort pour la lettre. C'est parti. Je pense que c'est une lettre qui peut être pas mal. Oui. C'est la lettre N, les amis, pour cet avant-dernier tour. On est parti. 1 minute 30. N. Ah là là. Compliqué, hein, compliqué. C'est très très compliqué. Maxime, mais montre un peu tes connaissances là. Oh, là. Mais là je sèche. Il vient de sortir Journeyman Je sèche. là. Oui. Putain, seul mec qui a vu cette série. J'aurais rien là du tout. Gary, je suis l'arbitre, je peux pas te. Oui, mais comme c'est. Oui, non mais vas-y, mais on verra. Jérôme est au taquet. Hein. Jérôme, il avait pris des difficultés lors de la 2e émission où on avait fait le petit bac. Je pense qu'il a dû réviser parce que là, il est au summum. Ekichi, c'est compliqué aussi. C'est compliqué, mais ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas. C'est un début. C'est un début qui promet. Gary a eu une révélation là pour la première case. J'attends de voir. 34 secondes, les amis, avant la fin du temps. La fin du temps réglementaire, comme on peut dire pendant la Coupe du Monde. 25. Ah là là, ça va vite, hein, Maxime, qui n'a rien finalement. Mais c'est pas une série en plus. Pas... Concentre-toi, réponds-moi pas, oui. enfin, merde. Putain. Cette conversation de comptoir, c'est terrible. Bienvenue au Late Show, la radio du PMU de votre ville, bien entendu. 3 secondes, 2, 1, c'est fini les amis, Non, c'est fini. pas. On pose les stylos. On ne déconne pas avec ça. Ok, alors, j'attends vos réponses. Donc, vu que personne n'a répondu plus rapidement, je vais demander à Gary. Parce que Gary, il m'a interpellé. Pour le film Tu dis tes réponses. Je sais pas si ça marche, Narnia. Parce que c'est le monde de Narnia. C'est le monde de Narnia. Narnia, il est quand même écrit en gros. C'est le monde en tout petit et Narnia. Après, seul le juge peut. Pour moi, je n'accepte pas. Je suis serait le désolé, M. mais c'est le monde de Narnia. Je veux dire, tu l'aurais dans ta vidéothèque, tu le mettrais au monde. Tu en as un autre J'en ai un autre, mais c'est un coup de poker. Hein. Est-ce qu'il y a un film Naruto qui est sorti? Ben oui. Oui, il y a des films Ben Naruto. oui. Mais c'est random, putain. Ah, c'est random, totalement. Il faut le titre complet. Ah, mais non. En fait, le truc, c'est je crois qu'il a raison, parce que je crois qu'il y a vraiment le premier film Naruto, il s'appelle Naruto le film. Ah, je sais pas, je crois qu'il y a souvent des sous-titres en général, les il y films a souvent- d'animation. ouais. Parce que comme c'est pas canon, enfin c'est des OAV. Je me demande s'il y a pas. Je sais qu'il y en a C'était plusieurs pas avec des la sous-titres Princesse après. des Neiges ou un truc Ouais, comme ouais, ça ouais. là. Mais
Bon, après, de toute façon, en soi, c'est un film Naruto. Donc Non, il y en a un, c'est Naruto The Movie. On va pas demander. Ah, d'accord. Donc voilà, je suis désolé, ça passe. Naruto The Movie, tu l'as dans ta vidéothèque, tu le mets dans Naruto. Bravo, Gary. Qui en avait Naruto? Personne. Non. Voilà, 2 points. Ok. Maxime. Le film Novembre. Moi aussi, j'ai aimé ça. Voilà. Ok, voilà, ça passe. Qui l'avait? Un point. Qui l'avait? Personne. Si. Et Kichi? Ah, tu l'avais? Oui, j'avais. Oui, il l'avait. 1 point chacun. Jérôme? Et moi, donc, vu qu'on a parlé de Javier Bardem tout à l'heure, j'ai No Country for Old Man. Ah oui. Parfait aussi. C'est 2 points. 2 points, 2 points. Gary, donc reprend la série télé. En série, Naruto, ça marchait aussi en série. Oui. Mais c'est pas celle que je vais retenir. Ok. Moi, je vais prendre Nick Cutter et les Portes du Temps. Wow. Des souvenirs. Alors, je vais l'accepter parce que c'est le titre français, mais normalement, c'est pour ça que tu m'as posé la question. Oui. Parce que c'est pas le titre, c'est Primeval, normalement, Oui, la série originale. Ouais, Mais je vais l'accepter parce même que Naruto en série, tu l'aurais dans ta vidéothèque. Je me dis que si tu le prends en version française, tu l'as à Nick Cutter et les Portes du Temps, donc tu vas le mettre à Oui. N. Et puis de la même façon, c'est la bonne réponse, puisque Narnia, si ça marche pas, Narnia, dans ce cas, Nick Cutter fonctionne, puisque... Bah oui, on est d'accord. Donc Nick Cutter fonctionne, bravo. World of Narnia. Ça c'est World of Warcraft, mais c'est autre chose. Je suis sûr qu'il y a énormément de séries en haine, mais j'ai séché. T'as séché? J'ai pas pensé à Naruto en plus. Alors moi j'ai mis un truc. Mais et t'as en mis fait, quoi? Mais c'est pas une série du tout, donc. Nourneman, ça passe pas. Hein. Non, mais ce n'est absolument pas une série, donc. Mais c'est quoi? Non, j'avais mis Nous c'est nous, mais c'est une émission, donc non, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est 2 réponses hors sujet. Au bout de la 3e, Mais je oui, sortirai un point quand même. Il m'a quand même sorti. Nous, c'est nous. Et c'est quoi l'autre que tu m'as sorti là? Pardon? Mais de la première ligne, c'est quoi? Non, j'avais mis Witcher. Mais non, tu m'as sorti un truc, c'est random. Non, en W. En W. White Snow. Ah, White Snow, oui. Vraiment, oui, vraiment White Snow, vraiment la traduction originale. White Snow. Mais I speak very good English. Jérôme, t'as quelque chose pour les séries télé? Non, pareil, série télé, Et Kichi, j'ai pareil complet. Non. Ok. Alors, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y avait, par exemple? En série en N. Oui. Ouais, attends, s'il te plaît, au moins une ou deux. Il y avait Nexter. Ah, en film, il y avait Next. Ah oui. Ah oui, il y avait Narcos. Mais oui. Mais ouais. Mais, non, mais tu vois. Voilà, tout simplement. Après, j'en ai plein d'autres. NCIS, comptez. Évidemment. Oh là là. Et on avait un Jag. On est naze. Hein. Et Jag, c'est le préquel de NCIS normalement. Si je me trompe pas, c'est la première apparition de Gibbs et dans Jag. Ah ouais. Ouais. Normalement, Ah si, non, si je me trompe pas. Mais oui, évidemment, mais en fait. Ah bah, évidemment, il dit évidemment. Non tu mais, vois. non, mais tu vois, tu sors des trucs NCIS, c'est des trucs que tu regardes, moi que j'ai regardé 10 000 fois, et en fait, t'oublies quoi. Ben oui, y a pas le temps, y a pas le temps. C'est compliqué, c'est compliqué. Gary, troisième réponse, tu n'as rien. Nothing. Nothing. Alors, t'as quelque chose pour la troisième case? Est-ce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Nothing? Non. Il va y avoir un film. Et ce n'est pas écrit sur ta feuille de toute façon. Non, exactement. Jérôme, t'as quelque chose? Non, pareil, je vais essayer. Donc là, c'est 0 point chacun. On a le nom de l'acteur ou de l'actrice, les amis. Alors, Gary. Pareil, c'est un acteur qui s'appelle Nothing. Non. Moi, j'ai rien, non. Ok, il a rien. Moi, j'ai Jack Nicholson. Nicholson, c'est validé. Pareil, donc 1 point chacun. Donc moi j'aurai 2 points, d'accord. Ok, alors Si, c'est bon. Tu as tourné dans le même film que lui. Bill Nighy. Exactement. Bill Nighy, voilà, exactement. Alors, tourner est un bien grand mot. Hein. Oui, mais Est-ce qu'il fait une voix? l'apparition est là. L'apparition est là, mais lui, il fait une voix. Donc oui, exactement. Mais c'est un acteur en haine. Exactement, bravo. L'acteur de David Jones. Voilà. Exactement, Bill Nighy. dans les Pirates des Caraïbes. Exactement. On va être parti pour le dernier tour de ce petit bac, les amis. Ça va être sympa. On est parti, tirage au sort. Je vais le refaire, ça va être compliqué. On retombe sur le W. Donc voilà, je retire au sort. C'est pire. Vous allez morfler. Je vous le dis direct. Dis-nous. Y. Y, d'accord. Ok. D'accord. Ah, Gary, là, on a senti le désespoir. C'est parti, 1 minute 30. Ok. On est parti. Oh là là, Maxime, là, c'est l'échappée, là. Il y a rien. Ah non, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier tour. Il y a 5 rounds pour ce petit bac, les amis. Eh oui, 5 rounds. Ça va être bon. Donc voilà, vous allez en chier encore un peu. Ça, c'est bien. Ah là, quel plaisir. Moi, je vais tout de suite m'empresser pour essayer de trouver
s'il y a des séries ou des films en Y. J'en ai plein. Oh là là, j'en ai plein. Ah oui. Oui. Et encore, il y a beaucoup de noms anglais qui commencent par Y finalement. Il y a vraiment des choses intéressantes. Je suis impatient de voir. 37 secondes, les amis, avant la fin. Fini. Putain, pour que je finisse, sans déconner. Après, je les ai sortis. Oh là là. Après, je dis pas que ça peut être validé. Hein. Ah ben, on va voir. Mais en tout cas, Fais-nous voilà. rêver. Il y a une interruption. Ok, on est parti. Ekichi, balance tes réponses. Film Your Name. Je valide Your Name. Voilà, film d'animation donc de Makoto Shinkai. Si je me trompe pas. Voilà. Donc 2 points, personne là, Your Name. On est parti. Évidemment que non. Évidemment que non, voilà. T'as quelque chose en Y? Ouais, c'est le seul que je vais avoir, c'est Yamakasi. Oh, mais évidemment, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? J'avoue. Pourquoi je n'y ai pas pensé? J'étais fan. Parce que tout le monde a oublié ce film, enfin. Mais non, il était excellent. Oh là là là. Par là. contre, toi, c'est vrai que vu ton passif, mais oui. c'est rare quand même. Mais oui, il est Yamakasi, parce évidemment. que Maxime, vous ne l'avez pas connu au moment du lycée, mais Maxime, là c'était là un peu là. Steve Carell dans The Office, à crier parcours, Eh oui. parcours. Oh là là. À l'époque, parcours. Ah, des saltos en voiture, voilà, on n'oublie pas. Mon Dieu. Gary, t'as quelque chose en Y? Non, Ok. pas en film, non. Ok. Et toi, Maxime? Alors moi, j'ai mis pareil pour la série parce que je ne sais. Non, bah alors la C'est série, pour ça, en c'est fait. c'est Ikichi Oui, qui voilà. va commencer pour la série. Exactement. Donc, Alors, une série que je n'ai pas vue, mais You, tout simplement. Exact. Ah, mais oui, You, simplement. c'est validé. You. Moi, j'en ai plein d'autres, des séries là. Vas-y, J'ai fais failli donc. la Il doit y en tenter. avoir pas mal en fait. J'ai failli la tenter, mais j'étais pas certain que ça existe. T'as quelque chose d'autre? T'as quelque chose d'autre Ah non, pour moi, la j'ai série le- télé? Moi, j'ai quelque chose. Ok. Yellowstone. Bien joué, Voilà. Yellowstone. J'ai mis pareil pour le film parce que je ne savais pas si c'était un film ou une En série. film, il y avait Yes Man aussi. Yes Man, exact, avec Jim Ouais, Carrey. Du coup, ça vient après, tu vois, quand à chaque fois. Ouais. Yu-Gi-Oh! Je valide, c'est une série Ah d'animation. oui. J'ai validé Your Name, voilà. Ah oui, mais- Yellowstone, je peux mettre 2 points. Tu peux mettre 2 points pour Ok. Yellowstone, voilà. Alors sinon en série, il y avait aussi Yellow Jacket, qui est une série qui vient de sortir dernièrement. Il y a Yes We Can qui est sorti il y a pas mal de temps aussi. Bref, Young Sheldon, j'aurais accepté aussi. Ah oui. Voilà, qui passe sur Énergie 12 normalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Y en anglais. Hein. Et oui, il y a Chez beaucoup nous, de beaucoup Y. moins. Le nom du réalisateur. Alors, bon, du coup, moi, ça va être une facilité aussi. Hein, c'est non-réalisateur et acteur en même temps. Et français, Michael Youn. Ah, bien joué. Bien joué, Michael Youn. Alors non, ça s'écrit I-O-U. On le connaît bien entendu pour Fatal Bazooka, le Morning Live, et d'être sorti avec la même femme que Chris Hemsworth. Exactement. Elsa Pataki. Elsa Pataki. Sur le film Is No Good, Donc, deux qui points était pour un les film deux. en Y. C'est ça, en plus. Tout est lié, bordel. Tout est lié. Donc, personne là en tant que réalisateur et acteur pour que je puisse Non, mettre mes petits bah, deux points qui avait mis partout. Michael Youn? Non. Non, il n'apparaît pas, tu peux mettre Non, directement je tes crois 4 que points. nous, on est séchés. Mais, T'as quelque chose, GG? C'est la seule fois que je pense que je finirai pour. On est séchés. Pas du tout inspiré. Et t'as plus rien? Moi, je dis bravo Ekichi. Bravo Ekichi, bravo, en Félicitations. tout cas bravo, et qui fait une très belle manche en Mais tout oui. cas en Y. Tirage au sort donc du dernier tour, voilà. On est parti les amis. Ah, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa de vous tester. Hein. Ah, tac tac tac, je reprends mon alphabet. Oui. La dernière manche se fera sur la lettre F. On est parti, 1 minute 30. 1 minute 30, les amis, la lettre F, c'est parti. Ça va être cool. Je vais regarder, bien entendu, les propositions tout de suite de série. Voilà, ça va être sympa. Comme ça, je pourrai directement vous répondre. Oh, bah là, j'en ai plein. Oh là là, il y en a plein. Je pense que vous allez vraiment trouver des choses. C'est sympa. Stop. Alors, non 59 secondes il restait. Jérôme, là, il a battu Il a un enchaîné, record. ah ouais. C'est World Guinness Records. Oh, Space Force X Machine Game. Ok. Bah, Jérôme commence. Ah mais oui, putain. Le film Frankenstein. Je valide. Évidemment, bah oui. Je valide. Que n'importe quelle version. Mais non, passe. mais en plus, tu viens d'en parler, je me suis dit, là, je viens de penser à Fatal Bazooka, tu viens de le dire. en plus. C'est ça. Je viens de le dire. C'est- non, mais- Personne n'a aimé Fatal Bazooka. Si, j'ai mis Fatal. Voilà. Ah, bien joué, Voilà, tu bien vois, joué. c'est- non, mais Il y a je que moi suis- Oui. Oui, Oh, bien joué, bien c'est pas venu joué. trop deux rapide, points. la vitesse En de série, Jérôme. Futurama. Oh là là. Allez. Bravo. Alors il y en a plein, hein. J'ai Family Guy, Fargo, Firefly, bref, des choses intéressantes. Non, mais moi, j'ai rien. Rien Non, du mais tout. moi, j'ai 0-0-0. Ah, Zéro, une série que vous Ah, avez, genre, si, je te mets- je une le vois. série que vous avez peut-être pas vue, Falling Skies. Falling Skies, qui était très sympa. En Oui. tout cas sur les premières saisons. Science-fiction, voilà. Ikichi, t'as quelque chose en série? Non, du tout. Ok. Jérôme, pour l'acteur. L'acteur Harrison Ford.
Bien sûr. J'ai bien Maxime, c'est vraiment chaque réponse c'est. Mais non, mais parce qu'il y a tellement de choses évidentes et en fait là, tu sais, attends, c'est le réel. Moi j'ai fait non. Ah oui, c'est le réel. Et ben non, du coup, non, en fait c'est faux, c'est un faux départ. Je croyais que j'étais sur la colonnette. Alors, a-t-il réalisé un film ? Parce que souvent les acteurs réalisent des films, il faut regarder. Non, mais après il y a Ford, il y a John Ford en réalisateur, ça fonctionne quand même. Ouais, oui, voilà. Oui, d'accord. Non, mais donc mais voilà. Je ne me compterai pas les points. Oh, tu peux. Oh, beau geste. Beau geste. Non, parce que j'ai écrit Ford, mais j'étais sur Harrison parce que je pensais être dans l'autre colonne. Ok. Mais il a sans doute réalisé. Hein. Alors, je suis pas. Je vais regarder. Énormément de. Il a forcément fait un truc. Il a réalisé des charpentes avant d'être acteur. Exact. Mais je vais regarder sur Harrison Ford. T'avais quelque chose, Ekichi ? Non, du tout. Enfin, pas en réalisateur. Maxime ? Que l'acteur. Non, rien du tout. Ok, Gary non plus. Hein. Donc alors, et l'acteur ? mais du coup, John Ford, souvenez-vous quoi. Quand le soleil, il est là-bas, c'est intéressant. Quand le soleil est là, c'est intéressant. Quand il est là, on s'emmerde. Ok. C'est dans Babylone, ça. Ok. Et donc, en acteur, j'ai mis Fassbender. Pareil. Ah, Fassbender. Bien. Michael Fassbender. Maxime, t'as quelque chose ? Regardez ton Ford, on a Je n'ai rien du tout. Oh là, mais j'ai séché au premier, du coup, j'ai pas putain, regardé les autres. C'est fou ça. La technique du petit bac, du late, c'est que dès que vous voyez que vous passez un peu plus de 2 à 3 secondes sur une colonne, passez à une autre colonne. C'est compliqué. C'est ce que je fais, moi. Tapez les points. Merde. Voilà. Bah là, alors faites un calcul, les amis. Gary, combien de points ? 14. Bien joué, Gary. 14 points. Voilà, Maxime, je sais que 12. 12. Okay. 16 pour moi. 16. Je suis le père. 23. Allez, Bravo, merci, au revoir. Et il l'avait pré-shot avant l'émission, il avait dit c'est super, je vais encore gagner. Voilà. Non, j'ai dit textuellement, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Voilà. Et j'ai pas compté de points pour John Ford. Exactement. Et ben écoutez les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci les glandus d'être venus pour cette émission. J'espère que ça vous a plu aussi. On a passé un bon moment. On a parlé de choses plutôt cool en vrai. C'était cool. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Back to the Review ou un nouveau Late Show. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous.